Salut tout le monde, tu peux y aller. Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette huitième conférence de l'année 2020 de Codeurs en scène. Donc, bienvenue déjà et aussi un grand merci à vous parce qu'on vient de dépasser les 500 followers sur Twitch. C'est cette édition Codeurs en scène un petit peu spéciale cette année puisque nous sommes en streaming et non pas en présentiel comme habituellement, cette huitième édition. On a commencé en 2013 avec seulement 250 participants et aujourd'hui, on commence sur Twitch, on a déjà 500 followers. Merci vraiment à vous tous qui nous suivez. C'est vraiment super important pour nous et super réjouissant de se dire que le temps qu'on a passé à organiser ça d'une nouvelle manière cette année et un petit peu en catastrophe à cause de la situation sanitaire, finalement, ça marche aussi. Et c'est pareil, j'ai vu qu'on avait sur certaines vidéos plus de 1000 visionnages après la conférence. C'est vraiment un grand, grand merci à vous. Déjà cette édition, ça c'est la huitième. Celle-ci donc est en ligne comme je vous l'ai dit. On va commencer par remercier nos sponsors comme à l'habitude. Donc Altitude Infra, Atineos, le Beer Studio, Artno, Digit, Imagil, Invoque, la Métropole Rouen-Normandie en partenaire, NWX, Sagi et WixiWeb. Sans eux, il n'y aurait pas d'édition même en présentiel. Et ils ont continué de nous suivre et de nous aider pour cette édition en streaming. Donc un grand, grand merci à eux. Alors, si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas que les sponsors. Éventuellement, tout un chacun peut participer. On a déjà quelques personnes qui ont fait des petits dons cette année. Donc, c'est sur Hello Asso. Donc, vous pourrez retrouver le lien. On va vous le mettre sans doute dans le chat. Voilà, donc il n'y a aucune obligation. Nous, ça nous aide à préparer les petites choses, à acheter un peu de matériel et puis éventuellement à faire, à remplir les frais, etc. qu'on a et à préparer l'édition de l'année prochaine et les meet-up tout au long de l'année qu'on espère pouvoir refaire très très rapidement en présentiel. Un grand, grand merci aux organisateurs, parce que bien évidemment, il n'y a pas que la personne que vous entendez parler, donc il n'y a pas que moi dans l'organisation. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes sans qui on ne pourrait pas faire même l'édition en streaming. Je fais un coucou spécial à Johan qui est à la technique et qui a mis en place toute l'infrastructure Twitch et qui gère quasiment tous les soirs depuis le début d'une main de maître toutes ces retransmissions. Et voilà, un grand merci à tous les autres qui font les réseaux sociaux, qui mettent en place tout ce qui est les partenariats, le sponsoring, les recherches de speakers. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et heureusement que tout ce monde-là est avec nous. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. On est sur de nombreux réseaux sociaux, Twitter, YouTube, où vous pourrez retrouver les rediffusions d'ici 2 semaines des conférences. Le Twitch, bien évidemment, vous êtes dessus. Le GitHub, si jamais il vous prend l'envie de participer à la construction de Codeurs en scène, si vous voyez des coquilles dans le site, si vous voulez nous aider à améliorer des choses voilà, sur nos supports de diffusion, tout est sur le GitHub. Le Facebook, le LinkedIn, le Slack, sur lequel vous pouvez bien évidemment rejoindre et venir discuter avec nous et parfois même avec certains de nos orateurs. Et puis, vous avez les podcasts, si vous voulez retrouver simplement en audio nos conférences, donc iTunes, Spotify, voilà. L'adresse email pour nous contacter éventuellement. Si vous avez des questions et que vous voulez faire ça un petit peu plus discrètement par mail, c'est possible. Alors, le programme, il est déjà bien entamé cette année. Hein. Comme je disais, c'est la huitième conférence de la huitième année. On va retrouver donc Stéphane Philippard qui va nous parler de l'usine logicielle, 12 ans d'usine logicielle, du petit garage à l'industrialisation. Et mardi prochain, en keynote de fermeture, nous recevrons Mehdi, qui tient le blog Je suis un dev, et qui va nous expliquer comment rendre les projets, les side projects fun again. Voilà, donc surtout, vous pouvez aussi vous inscrire sur Meetup, ça nous permet, nous, d'anticiper, éventuellement de vous prévenir s'il y a des décalages à la dernière minute. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une aide. Voilà, et l'adresse Twitch, voilà, vous pouvez nous suivre, vous pouvez vous abonner. Un grand, grand merci à vous, en tout cas, pour avoir dépassé les 500 followers. Et maintenant, je vous laisse profiter des conférences avec Stéphane. À bientôt. Merci Yann. Donc du coup, je vais prendre la main. Hop. Voilà.
Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien et bien au chaud chez lui et donc est prêt à m'accueillir pour cette session. Ce soir, l'objectif, ça va être de prendre le temps de regarder un peu en arrière ce qu'on a mis en place dans ma société, où on est parti un peu de zéro pour faire nos devs jusqu'à maintenant, où on a une intégration des développements plutôt poussés et de prouver qu'il ne faut pas forcément être un GAFA ou une grosse société française dans l'IT pour arriver à mettre des trucs plutôt cool en place. Donc, il n'y aura pas de live coding, je suis désolé. Il y aura beaucoup de slides, mais je vais essayer de rendre ça assez convivial. Et puis, du coup, de vous montrer que voilà, en France, on sait aussi faire des choses plutôt sympas. Rapidement, je me présente, donc Stéphane Philippard, je suis architecte logiciel et je suis en train de basculer tranquillement dans le DevOps à Harmonie Mutuelle depuis 12 ans maintenant. Je suis avant tout un développeur Java, j'aime à dire que je suis un vieux développeur Java, ça fait plus de 20 ans. Alors, je suis un geek et dans l'IT, mais dans tout ce qui est un peu geek autour. Cofondateur d'une asso, Tadix, une asso Tourangelle qui propose un meet-up mensuel autour de l'agilité, du DevOps et de tous les sujets en fait qui nous font plaisir. Et donc, du coup, pour le partage. Et puis, j'ai une tendresse particulière pour l'agilité, notamment Scrum, pour tout ce qui est accompagnement des projets. Donc, les différents liens, réseaux sociaux, vous pouvez me joindre si vous avez des remarques ou des questions suite à ce que je vais vous dire ce soir. Je viens juste à faire un petit disclaimer. Il y aura certainement un peu de troll. Il y aura beaucoup de c'était mieux avant ou pas. On va se rendre compte que parfois le changement, c'est bon. Et puis, j'espère que certains d'entre vous qui ont connu ce que j'ai connu se diront ah, c'est vrai qu'en fait, avant, on faisait comme ça et ça a bien changé. Rapidement, la société à laquelle j'appartiens, alors c'est pas autant les chiffres qui sont intéressants, c'est juste pour montrer que donc on a 5000 collaborateurs et à peu près 5 millions de personnes protégées et on est 500 dans l'IT. Donc quand je disais qu'on n'est pas une entreprise informatique, on a quand même 10% de nos salariés qui font de l'informatique. Après, c'est juste pour expliquer que ça fait du monde, c'est des données de santé, c'est aussi des données financières. Donc on fait des applis de gestion qui se doivent de bien fonctionner, d'être un peu sérieuses. L'idée du talk, en fait, c'est de vous présenter les 4 grandes phases de comment on est parti pour construire toute une offre de développement pour toutes nos équipes de dev et pourquoi on est arrivé à construire au fur et à mesure certaines briques et aussi les erreurs que l'on a faites. Humblement, j'essaierai de vous les partager pour peut-être vous conseiller de ne pas les refaire si vous devez aussi monter de telles structures. Donc, toute histoire a un début. La mienne, c'était en 2008. Donc, je suis arrivé au tout début d'Harmonie Mutuelle. Donc, il y avait des choses avant. Hein. Il y avait essentiellement 2 grosses mutuelles, Harmonie Mutualité et Prévadies. Et donc, le gros du travail quand Harmonie Mutuelle s'est créé, ça a été de faire comment on fait pour créer un SI qui est la fusion de 2 SI. Donc, au final, les premières années ont été surtout marquées par énormément d'intégration de données. Et à l'époque, on faisait beaucoup, alors peut-être un peu trop, mais de batch, donc en synchro J+1 avec l'ETL que l'on avait à l'époque, qui était DataStage. Donc, ce qu'il faut voir pour comprendre les bases, c'est que donc, au début, on avait très peu de développement, donc temps réel, en fait, de développement qu'on connaît maintenant, orienté mobile, site web, etc. Donc, c'est beaucoup d'intégration de données avec des batchs. Donc, les technos de l'époque, hein, on est en 2008, Maven, JE5, JSF, tout ce qui est à base de JB. On verra un petit peu plus loin les outils avec Eclipse, avec Webflow. Alors maintenant, ça fait un peu sourire, mais à l'époque, c'était plutôt hype. Enfin, pour certains, c'était plutôt hype. Donc, j'en ai un peu parlé. Je vais aller très vite sur la partie BO et Business Object et Data Stage. Fusion de sociétés. Donc, il y a un legacy. Ce legacy, il faut l'assumer. Donc, on ne peut pas tout de suite partir bille en tête à faire ce qu'on veut. Donc, on faisait de l'administration. Alors, en fait, on rebootait les serveurs quand on ne savait pas exactement ce qui se passait parce qu'on ne peut pas dire c'était notre cœur de métier. Mais voilà, le legacy, il faut faire avec. On était une petite équipe, on était 2 personnes, plus un manager, et on devait commencer en fait à répondre aux demandes des différentes équipes de développeurs. Et donc, du coup, au début, on s'est dit, tiens, on va mettre des normes et des bonnes pratiques en place. Et donc, dans un wiki, MediaWiki à l'époque, alors principalement des normes d'écriture et de développement, mais pas sur de la conception ou de l'architecture. Au final, ça s'est traduit au début
Par le jeu du gendarme et du voleur. Donc, au final, quelque chose qui n'est pas forcément agréable et pour les développeurs et pour ceux qui mettent en place les normes. Parce qu'à partir du moment où on met plein de règles, c'est un peu humain. Après, on essaye de les contourner. Donc ça, c'est la première fausse bonne idée un peu à faire. C'est bien d'avoir des normes et des bonnes pratiques, mais il faut avoir un peu de recul et peut-être pas essayer de tout normer de ce que va produire un développeur. Il faut un peu lui faire confiance de temps en temps. C'est bien aussi. Suite à ça, on s'est dit, allez, on va créer des librairies, des frameworks, appelons-le comme on veut. En tout cas, je crois que toutes les sociétés dans lesquelles je suis passé ont voulu créer leur propre libre, leur propre framework. Alors, je pense que l'idée est bonne à l'origine parce qu'on factorise du code. Après, nous, on s'en est servi pour faciliter l'application des normes. Donc ça, clairement, c'est une autre mauvaise idée. Les frameworks maison, il faut que ce soit un esprit de partage et de collaboration. Mais si on s'en sert pour obliger les gens à faire quelque chose, en fait, pour moi, on dévie le modèle. Donc les gens ne voudront pas l'utiliser. Donc ça sera l'inverse. Et puis, on maintenait des shares libres dans WebLogic. Alors, je n'expliquerai pas trop ce que c'est. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça nous permettait de encore plus contraindre les gens parce qu'on obligeait les gens à utiliser les libs qui étaient dans WebLogic. Donc, juste un exemple, les personnes qui voulaient, par exemple, utiliser CommonSlang 1.2, il fallait qu'ils passent par notre équipe pour qu'on valide et qu'on leur mette à disposition. Donc là encore, on voit que là, en termes de frustration de développeurs, je pense qu'on augmentait encore ça. Et puis nous, au final, on passait notre temps à faire des choses pas très, avec pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc ça aussi, plutôt une mauvaise idée au final. Et puis tant qu'on était à imposer des choses et à se faire mal, est arrivée la querelle d'IDE. Donc à l'époque, on a eu la bonne idée de partir sur Eclipse, mais surtout Eclipse Workshop, donc qui était un Eclipse revampé par BEA à l'époque et après Oracle, puisqu'ils ont racheté BEA. Donc avait toujours 2 ou 3 versions de retard sur Eclipse. Donc au final, les gens qui aimaient Eclipse étaient malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le dernier Eclipse, et les gens qui n'aimaient pas Eclipse étaient malheureux parce qu'ils utilisaient Eclipse. Donc c'était toujours, en gros, certains avaient un NetBeans installé et un Eclipse. Dès qu'on arrivait, ils switchaient. Enfin bref. Bon, tout ça, c'est clairement une mauvaise idée, surtout que maintenant, on est tous sur IntelliJ, donc tout ça pour ça. Et puis, l'autre grosse erreur que l'on a faite à cette époque-là, c'est qu'en plus d'imposer Eclipse, toute la gestion de dépendance était faite avec l'IDE. Donc, c'était les fichiers de config, les points settings pour ceux qui connaissent Eclipse, qui portaient, et les points classe-pass, qui portaient tout le settings de compile. Ça aussi, c'est clairement une très mauvaise idée parce que du coup, chaque poste doit être hyper normé pour que ça fonctionne. Et j'en parlerai un peu plus tard, mais enfin voilà, là, faut tout de suite aller vers Maven. Donc au final, notre métier, à vouloir imposer plein de choses, l'idée c'était, les gens nous voyaient comme une équipe de support. Et d'ailleurs, on nous appelait support technique études. Et on avait, nous, l'impression de temps en temps, en fait, de servir simplement à un proxy sur Google, voire d'être un SAV, puisque, à force d'imposer plein de choses à des gens, les gens, dès que ça ne marche pas, ils ne vont pas chercher à comprendre, ils vont dire c'est ce que vous nous avez imposé. Et donc, du coup, on passe notre temps, en fait, à essayer de dépatouiller des choses sur des postes de dev ou à expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut développer, plutôt que d'aller faire avancer et de donner des outils pour accélérer le développement. Donc, c'est une mauvaise idée aussi, mais c'est surtout la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Et puis, à l'époque, on commençait à se créer, donc on n'avait pas forcément beaucoup d'équipes de prod, et donc on faisait de l'admin. Alors, j'ai mis pour la petite blague qu'on faisait l'ancêtre du DevOps, on en était loin, mais en fait, on était administrateur de nos serveurs, sauf que nous, notre administration, en fait, c'était toujours on rebootait. Donc, que ce soit WebLogic quand il partait dans les stocks threads ou que ce soit n'importe quoi en booté. Donc, bon, c'était clairement, non, c'est un métier en fait. La prod, c'est un vrai métier, l'exploitation, c'est un vrai métier. Donc, laissons faire ça aux gens qui savent. Je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, suite à cette phase, donc ça a duré quelques mois, une petite année, on s'est dit, voilà, on va essayer un peu d'outiller tout ça et de fluidifier parce qu'on passait énormément de temps en fait, sur des tâches très rébarbatives. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, encore maintenant, c'est de me dire, à partir du moment où je peux faire quelque chose via un programme, via un dev, voilà, via du développement, qui se soit sur un logiciel ou développement spécifique, je préfère le faire parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, la valeur ajoutée de l'humain
l'humain, elle est proche du néant. Il vaut mieux que l'humain soit utilisé pour apporter son expertise sur des problématiques. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on commence à créer des choses. Première chose, on arrête un peu les délires de stocker les configs dans les IDE. On passe à Maven, donc à l'époque Maven 2, directement. Je n'expliquerai pas ce qu'est Maven, mais voilà, ça nous a quand même permis de bien gérer nos dépendances. On n'a plus que l'espace de l'IDE qui fait foi. Et puis, on commence à centraliser nos configs dans les settings, notamment les proxys d'entreprise, toujours un peu délicats. Alors, toujours pareil, on imposait toujours Eclipse. Donc, bon, c'était toujours un peu, au début, un peu folklore, la gestion du class pass d'Eclipse avec Maven. Mais bon, ça, plutôt une bonne idée au final. C'est pareil, il faut voir qu'à cette époque-là, avant, on n'avait pas de gestionnaire de source, donc c'était un peu un développeur, une version de source et quasiment une application. Donc voilà, on a pris Subversion, leur Git existait, mais bon, il n'avait pas autant de popularité que maintenant. Et donc, ça, c'était plutôt, au final, bien sûr, une bonne idée. Il y a juste la gestion de droit qu'on avait on avait voulu la rendre un peu trop stricte. En fait, chaque équipe ne voyait que ses sources à lui et pas les autres sources. Et donc, au final, ça nous obligeait à gérer très finement les droits de chaque répertoire dans chaque repo Subversion. Donc, en plus, on n'avait pas le droit au wildcard parce qu'on était sur une vieille version. Bon, c'était une mauvaise idée. Et c'est aussi le début de la culture du commit. Alors, une culture assez légère au début, puisque pas mal de développeurs en fait commitaient une fois par semaine. En gros, ils commitaient le vendredi soir avant de partir en week-end pour sauvegarder les sources, et puis en se disant, bon, comme ça, au moins, s'il arrive un truc sur mon PC, ça ira. Donc, on est un peu loin du je commit au fur et à mesure, mais au moins, c'était un début. Et puis, on a commencé à centraliser aussi nos configs Maven qu'on pouvait distribuer aux développeurs. Donc, ça permettait d'éviter que chaque poste de dev ait sa propre config. Donc, voilà, c'est le début, mais ça nous a bien dépanné. Et on a commencé toujours pareil, dans les normes et procédures, on cherchait en fait, on a passé des soirées entières à discuter entre nous, en disant mais comment on peut faire pour qu'ils respectent les procédures, les normes qu'on met en place. Et on s'est dit tiens, et si on faisait des revues de code? Donc moi, cette phase-là, je crois que c'est la phase la plus douloureuse pour moi en fait sur les 12 années. C'est des revues de code avec les équipes projet où on s'enfermait dans une salle. Parfois, moi j'ai vu des revues de code qui duraient 3 jours pendant 8 heures avec un vidéoprojecteur et ligne par ligne à dire mais pourquoi tu as fait ça? Moi, j'aurais pas fait un if, j'aurais pas fait. Là, c'est, je pense, très frustrant pour un développeur et pour la personne qui fait faire la revue de code aussi. En tout cas, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai du métier. C'est vraiment à ne pas faire. On verra plus tard. Il y a des outils qui permettent de faire ça et il y a des façons de faire. Là, ça fait trop juger du code. Il y a autant de façons de développer que de développeurs, à peu près, je pense, voire parfois même pour certains développeurs comme moi, un peu schizophrènes, il y a plusieurs façons pour un même développeur de développer. Donc, ça, c'est vraiment à éviter, éviter le côté tribunal, on va juger votre code. Il faut de la qualité, je vais venir après, mais les revues de code manuelles où on va juger comment ça a été développé, à mon sens, c'est une très mauvaise idée. Donc, si je tire un petit bilan de la première phase rapide de 2 ans, les libs, au final, c'est une bonne idée. Il ne faut juste pas s'en servir pour imposer des choses. Le gestionnaire de sources, bon, bien sûr que c'est une bonne idée. C'est toujours mieux que les copy-off pour sauvegarder ses sources. Maven, moi, je suis un grand fan de Maven et ça nous a vraiment sauvé la vie. À partir du moment où le projet fonctionne en ligne de commande avec Maven, après, tout le reste, la personne peut utiliser ce qu'elle veut comme IDE tant que ce n'est pas un IDE pirate. Tout va bien. Ce qui n'a forcément pas marché à cette époque, c'est normer à outrance. Je crois que vous commencez à le comprendre. On en a fait beaucoup de normes et au final, à la fin, ce n'est pas plus que ça appliqué et applicable. Imposer un IDE. Je crois que, alors ça existe encore, mais je crois que maintenant, ça commence à diminuer. Mais le meilleur outil pour le dev, c'est celui qui le connaît par cœur, au final. Faire du support aux devs, alors non pas ne pas les aider, ça c'est important je pense, mais s'imaginer en fait que pour toute problématique de développement, il faut qu'il passe par une équipe de support. Au final, il n'y a rien de tel qu'une équipe qui va monter en compétence et qui va s'aider plutôt que de devoir toujours passer par une équipe support. Et administrer la prod, bien sûr, bon, je vous l'ai dit, c'est un métier, donc on évite ça. Les revues de code manuel, je viens d'en parler, c'était, je pense, une très mauvaise idée. Et puis, le contrôle des libs externes, j'en ai un peu parlé. C'est encore une fois, tant que ça reste dans la légalité, que ça reste sérieux, imposer des versions de libs externes, c'est de la frustration pour les développeurs.
Donc, suite à cette première phase, alors on n'était que deux, on débutait, donc je ne cherche pas d'excuses, mais j'explique aussi quand même certaines raisons. On s'est dit, voilà, faut qu'on change, faut qu'on change des choses, faut qu'on améliore. Donc, on va faire un upgrade de notre établi et puis on va le transformer en atelier. Petit atelier de quartier, mais on va quand même le transformer. On est resté en JE 6, on est passé à PrimeFaces et jQuery parce que ça nous semblait mieux à l'époque, et on a essayé de suivre plus rapidement les évolutions, mais on restait à normer les choses, à imposer des libs et tout ça. On avait du mal un peu à se défaire de ça. Mais l'idée, c'était quand même d'essayer de les rendre, les devs, plus heureux, en tout cas un peu plus libres. Donc, on va voir que, alors déjà, la première chose, c'est que on a eu une vraie équipe de prod. C'est-à-dire que nous, on a arrêté de livrer en prod. On s'est arrêté à la partie dev, à la partie intégration. Donc, voilà, c'est l'exploit qui gère. C'est un vrai métier, c'est très bien. Et nous, on se ressent sur tout ce qui touche au dev. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi offrir plus de services aux développeurs. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Le gros truc à ce moment-là, c'est qu'on on est passé à Jenkins. Donc, c'est un début de CI, de Continuous Integration. Et on s'est lancé à cœur perdu là-dedans pour automatiser, pour rendre de l'autonomie aux devs, c'est-à-dire que c'est les développeurs qui peuvent quand même déclencher leur build et déclencher la fabrication de leurs livrables. Et c'est un outil central, c'est-à-dire que jusqu'à ce jour-là, donc jusqu'à 2010, pendant 2 ans, pour faire une MEP, le développeur faisait un MVN clean package sur sa machine. Sauf que moi, ça m'est arrivé plein de fois le vendredi d'être à côté d'un dev jusqu'à je ne sais pas quelle heure parce que son setup il est complètement explosé. Il faut livrer, on est vendredi. Alors déjà, très mauvaise idée. Et donc, du coup, il n'y a plus rien qui marche. Là, au moins, c'est fait avec la CI, donc tout va bien. Le poste de développeur redevient que pour développer. Il peut cramer, il n'y a pas de souci. Le petit côté négatif, c'est que ça a tellement bien marché qu'on a fait énormément de jobs. À l'époque, Jenkins 1, donc via l'interface graphique. Alors, il y avait des plugins pour faire des mises à jour transverses, mais alors c'était hyper instable. Donc ça, voilà, c'est pas forcément une bonne idée. Quel que soit l'outil de CI, c'est bien de faire d'automatiser, mais il faut penser aussi à la maintenance. Sinon, ça devient une dette à la fin parce qu'on ne peut plus rien changer. Donc l'administration était un peu lourde. Ce qui vient avec Jenkins, naturellement, c'est que si on build sur un serveur, il faut stocker nos livrables. Donc, on est passé à Nexus 2 à l'époque. Donc, ça nous a permis de faire notre repo Maven pour tout ce qui est livraison. Et ça nous a aussi permis de faire un proxy sur le net. Donc, du coup, déjà, on a enlevé toutes les problématiques de proxy Internet, des postes de dev et tout ça qui sont assez présentes chez nous, parce qu'on est sous Windows en plus. Donc, ce n'est pas super simple. Donc, du coup, voilà, Nexus nous faisait le proxy pour les dépendances. Et puis, accessoirement, c'est la mémoire de nos applications. C'est-à-dire qu'on a encore nos artefacts de 2008 qui sont dans notre repo actuel. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu cette mémoire qui est là. Et l'outil qui m'a fait le plus plaisir, bien sûr, alors en même temps, je dirais à égalité avec Jenkins, que j'ai quand même bien Jenkins aussi, c'est Sonar. Sonar ou la fin des revues de code manuel. Enfin presque. Mais en tout cas, un outil qui permet de dire, voilà, toi codeur, tu as fait un truc, tu n'as peut-être pas fait exprès, mais au final, c'est pas top, il faudrait que tu le corriges. Au final, l'idée, c'est et pour ceux qui l'utilisent, c'est de jouer, en fait, on a le doigt dans l'engrenage et on veut absolument arriver à ne plus avoir de défauts dans Sonar et avoir une calimétrie vraiment très bien. Après, on n'a pas pu s'empêcher, on a fait des profils maison, on a fait un quality get maison. Donc ça, pour le coup, c'est une très mauvaise idée parce que du coup, on revient dans le problème d'origine. Un développeur qui a une règle Sonar qui lui dit tu dois changer quelque chose, à partir du moment où il sait que cette règle elle a été créée par nous, il vient nous voir nous pour dire mais pourquoi vous avez fait ça. Donc ça, pour le coup, pour Sonar, les gars de Sonar savent très bien faire leur boulot, donc laissons-leur une chance et utilisons leurs règles. À l'époque, on fait la calimétrie juste avant le déploiement sur l'environnement d'intégration ou de staging, selon comment on l'appelle. Et on ne peut pas déployer, ne serait-ce que la version de dev, on verra que ça va changer, si la calimétrie ne passe pas. Et puis enfin, le principe de la fuite d'eau de Sonar, qui est toujours vrai, c'est de dire, quitte à avoir une fuite d'eau, l'idéal, c'est de la maintenir et de ne pas l'agrandir. C'est ça avec la qualité, c'est que quitte à avoir on a un legacy, on peut avoir une note calimétrique qui n'est pas au top. L'idée, c'est de ne jamais la dégrader, toujours l'améliorer. Et puis, bien sûr, nos équipes de prod étaient un peu rassurées de savoir qu'on testait 2-3 trucs avant de leur filer un livrable.
Alors là, je suis embêté parce qu'on était plutôt content de ce qu'on avait fait sur Maven et puis les années sont passées, on s'est dit on a peut-être été trop loin. Donc on avait Maven et puis donc les pommes étaient un peu riches, donc on s'est dit on va créer deux choses, on va créer un archetype, donc ça c'est plutôt une bonne idée pour bootstrapper les projets, les personnes voilà, avaient juste à lancer une commande Maven, ils répondaient à 4 questions et ça crée le squelette avec le pomme pré-rempli qui va bien, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour alléger les pommes, et puis un peu quand même, toujours rester dans la partie norme, on a créé des pommes entreprises. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas trop mal. Spring, d'ailleurs, il revient aussi dans leurs propres pommes. Mais on a voulu aller tellement loin qu'en fait, les pommes projets, à la fin, étaient tout vides. Ils avaient juste une référence aux pommes entreprises, en gros, et une ou deux configs. Mais du coup, on a voulu aussi ça, le croiser avec la fabrication des Shirley WebLogic. Et du coup, on s'est retrouvé avec une dizaine de pommes d'entreprise, 5 jobs Jenkins pour créer les Shirley en même temps. Le moindre changement, il fallait tout réaliser, tout changer. Donc, au final, après coup, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée, cette gestion avancée, et que la centralisation de la configuration des pommes, les pommes entreprises, c'est une bonne idée, mais à faire attention à pas avoir quelque chose en fait qui est trop complexe. C'est toujours pareil, c'est faciliter la vie sans pour autant essayer de la contraindre. Et je pense que ça a été complexe parce qu'on a encore voulu contraindre des choses. Mais voilà, c'était quand même une bonne aventure, ça. Donc le bilan de la phase 2, donc 2010-2014, 4 ans, on a essayé un peu d'industrialiser au final ce qu'on avait fait. Donc le point positif, c'est que la prod fait de la prod. Ça, c'est super important, surtout en ce moment avec le DevOps, où on entend parler dans toutes les sauces. Vouloir avoir les clés du camion jusqu'à la prod, je ne suis pas persuadé que ce soit une si bonne idée au final. Jenkins, bien sûr, c'est forcément une bonne idée. En tout cas, un outil de CI/CD, quel qu'il soit. Nexus ou tout autre outil permettant de gérer justement des repositories de livrables, c'est forcément aussi une bonne idée. Et puis Sonar, vous doutez bien que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, ce qui ne marche pas, ou au moins ce qu'on s'est dit qu'il faut améliorer, JE ou J2E, parce que moi, comme je suis un vieux développeur, je dis encore J2E, je suis désolé. Clairement, en 2014, c'était plus hype du tout. Ça a commencé un peu à tousser et c'était surtout en fait WebLogic qui nous embêtait avec ça, pas tant J2E, mais voilà, on avait un peu de lourdeur et donc il a fallu qu'on trouve autre chose au final. Jenkins, j'ai mis dans les 2 colonnes parce que ce que je vous expliquais, l'administration nous prenait énormément de temps. Et à un moment donné, on n'osait plus faire évoluer notre job. On n'osait plus rajouter un plugin parce qu'il fallait repasser sur 100, 200 ou 300 jobs à la fois. Et donc, du coup, ça nous freinait un peu. Donc, ça, c'était pas cool. Sonar, je l'ai aussi mis dans les 2 colonnes. C'est le côté faire vos propres règles de sécurité, vos propres quality gate. C'est pas une bonne idée non plus parce qu'il faut les maintenir déjà et puis il faut les expliquer. Là où les gars de Sonar sont beaucoup plus forts pour les expliquer. Pomme entreprise, je viens d'en parler. Voilà, c'était une fausse bonne idée. Donc, en fait, là, à peu près, normalement, je suis à peu près à la moitié de la presse. Vous devez à peu près avoir cette image-là. Donc, c'est les 2 vieux du Muppet Show qui racontent leurs histoires. C'est un peu ça, mais c'était en fait utile pour comprendre le contexte et de ce que je vais maintenant vous présenter, en fait, les choix qu'on a voulu faire ensuite. Alors, avec les organes, c'était dit qu'il y avait des questions, je pouvais en répondre à quelques-unes là. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou je peux peut-être enchaîner, sauf s'il y en a vraiment beaucoup et qui seraient utiles. Alors, j'ai pas trop de questions pour l'instant. Très bien. Il y a beaucoup de trolls. Oui, j'imagine, c'est le but. Hein. C'est le but. Ok, je vais continuer, comme ça, ce sera... Ouais, comme ça, je serai plus fluide et puis impeccable. Moi, j'en avais une personnellement, c'était plutôt savoir, tu parlais de version de lib externe imposée aux développeurs. Et du coup, je me posais la question de qui faisait le choix du coup des libs, comment c'était. Alors en fait, c'était nous, côté équipe responsable des socles de dev. Mais ça partait d'une. Alors c'est un effet boule de neige en fait. Ça partait d'une mauvaise idée. C'était nous qui faisions aussi la prod.
on ne voulait pas qu'en prod parte n'importe quoi, parce que dès qu'il y avait un problème, c'était nous qui devions du coup dépatouiller les prods. Et donc du coup, typiquement, quand je prends l'exemple de Command Slang 1.1 ou 1.2, on validait cette lib-là, on estimait qu'il n'y avait pas de risque, et puis du coup, on la mettait à dispo aux gens. En étant deux, on avait peut-être la force de frappe de faire 3-4 libres par mois, parce que sinon, on n'avait pas le temps. Donc, c'était clairement une mauvaise idée. Mais c'était nous, en fait, les développeurs venaient nous voir, et puis on mettait au moins une semaine ou 10 jours à valider la lib en disant c'est bon, on l'intègre dans WebLogic, vous pouvez l'utiliser. Pour un développeur qui est pressé, c'était un peu moyen, quoi. Ah, ok. Ouais, j'ai connu ça. On a tous connu ça normalement. Ok, je continue du coup. Donc, c'est des choses qui vont parler pour les plus jeunes qui sont là maintenant, qui vont parler un peu plus. Donc, 2014-2019. Donc là, la notion d'usine logicielle. Alors, l'usine logicielle, le terme, c'est un terme. Alors, ça peut être factory, ça peut être forge, enfin, ce que vous voulez. En tout cas, nous, c'est le terme qu'on emploie à Harmonie Mutuelle. Usine logicielle. L'idée, ça a été de dire, OK, on a des équipes de dev qui grossissent. Maintenant, on a beaucoup de projets. Il faut qu'on arrive à sortir des choses de manière un peu plus industrielle que jusqu'à maintenant. Et c'est aussi le moment où notre équipe va grossir. On passe de 2 à 3 et puis on verra même jusqu'à 6 personnes. Et donc, du coup, forcément, on a une force de frappe qui est beaucoup plus grande pour mettre en place des outils et mettre en place des nouveaux socles de dev. Donc, ça va nous permettre de vraiment monter à l'échelle en termes de capacité à faire. Donc, le premier truc, c'est de se dire, en 2014, on n'a plus l'excuse pour dire que Git n'est pas forcément très connu. Donc, c'est le passage à Git GitHub. Alors, l'objectif premier, c'est de remplacer Subversion. Alors, pourquoi on est passé sur GitHub? Tout simplement, on a fait rapidement le tour à l'époque des offres. Alors, nous, on voulait pas on-prem, tout simplement parce qu'on n'avait pas les ressources côté production pour nous administrer les serveurs Git, on va dire, à l'époque. Donc, on voulait forcément de l'héberger en SaaS. Et puis, quand on a fait le tour à l'époque, il se trouve que GitHub nous ont répondu assez rapidement, qu'ils ont une équipe en France. Et puis, il se trouve qu'aussi, une des personnes de chez GitHub était un ancien collègue d'une société, parce que le monde est très petit, donc ça a aidé à avoir des connaissances et des liens assez vite. Donc, nous, on l'a mis en SaaS. Il est quand même adossé à notre AD via ADFS et SAML. Donc, c'est quand même important pour qu'on puisse avoir une sécurité, parce qu'on a pris l'option repo privé. Donc, c'est la version payante de GitHub. Et ça nous permet surtout, et ça c'est vrai avec tous les outils, que ce soit GitLab ou Bitbucket, l'objectif c'est d'avoir une administration très très légère. C'est-à-dire que nous, on ne s'embête pas avec les serveurs, on ne s'embête pas avec tout ça. On veut juste administrer la partie pure service fonctionnel qu'on rend aux utilisateurs. Du coup, ils sont arrivés avec tout ça, le mécanisme de future branch, où on a pu enfin, parce que sur Subversion, c'est toujours un peu plus compliqué, même si ça fait le taf, mais les merges, ils sont un peu plus violents. Et puis, de commencer à parler collaboratif. Donc, les future branches permettent derrière de créer forcément des PR. Et en fait, avec les PR viennent les zones d'échange, mais viennent aussi ce que moi je préfère dans la partie revue de code, c'est-à-dire qu'on va parler de peer reviewing. Et donc, on va commencer à travailler ensemble. Et c'est surtout nos propres collègues, nos propres développeurs entre eux qui vont se dire tiens, moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Alors, ça peut être des débats passionnés, mais il n'y a pas ce côté jugement comme d'une équipe externe comme il y avait avant. Donc, le côté collaboratif qu'on arrive avec un portail qu'on connaît sous GitHub ou GitLab est super intéressant. Le mécanisme d'issue aussi, il faut voir que jusqu'à maintenant, on avait un outil de ticketing, mais fonctionnel. Donc, nos utilisateurs finaux pouvaient dire « Ah là, mon bouton, quand je clique là, j'ai une erreur ». Mais par contre, on ne pouvait pas du tout gérer finement en fait, nos différents bugs de développement. Donc, c'est pareil, ça a été quand même un gros plus. Et puis, pour tout ce qui est documentation, Kanban, etc., ces outils-là fournissent des portails qui sont quand même super intéressants et qui permettent de très vite partager de l'information. Donc ça, clairement, moi, je suis assez fan. Et donc, du coup, c'est vraiment un investissement qu'on ne regrette pas. Et puis, notre Jenkins, on s'est dit à un moment donné, il est bien, on en est super content, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on est passé à Jenkins 2. Et du coup, ce passage à Jenkins 2, on a voulu le faire tout de suite avec des pipelines et en code. L'idée était de ne pas refaire des pipelines avec l'interface classique de Jenkins. Donc, du coup, c'était tout en code. Donc, en Groovy, il paraît qu'il en faut. Alors,
il n'y a pas si longtemps que ça, je trollais un petit peu sur Groovy. Bon, à force, je m'y suis fait, donc bon, c'est pas si mal que ça. J'ai toujours du mal avec un langage qu'on compile et qui, en fait, nous dit rien parce qu'il n'y a rien qui est typé, mais voilà, ça fait le taf et surtout, on verra plus loin, le côté DSL, pouvoir faire un DSL avec en Groovy aide beaucoup. Donc, ça nous a permis, comme on passait dans le monde du code, on a pu factoriser et surtout réutiliser des étapes de build. Là où avant, on les dupliquait dans chaque job, là, du coup, on les écrit une fois et on a juste à les référencer. Et puis, ben, en fait, nos étapes, on peut vraiment, nos jobs, on leur fait faire ce qu'on veut. Avec des outils maison ou pas maison, on peut faire ce qu'on veut, c'est du code. Et puis, la parisation, alors qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup parce qu'au final, il y a beaucoup de problématiques sur la parisation, surtout quand on travaille sur du code, mais où on peut faire de la parisation. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est aussi à ce moment-là où on a changé notre ordre. On le voit un peu sur la frise. En fait, la partie calimétrie et test arrive après le déploiement. Hop, ça, c'est une préco aussi de chez Sonar. En fait, l'idée, c'est que la calimétrie et le test ne doivent pas casser le build. C'est le build qui est important dans la CI. Donc, on build. Une fois que ça compile, on déploie sur un environnement de test. Hein, ce n'est pas un environnement définitif. Mais comme ça, nos pairs peuvent aller voir ce qui s'est passé, les chefs de projet, etc. Et après, on lance le test et la calimétrie. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent échouer. Et bien sûr, par contre, sur la release, le test et la calimétrie sont cassants et on ne peut pas s'amuser à livrer en prod si mes tests et ma calimétrie ne passent pas. Mais là encore, c'est aussi un truc à retenir, c'est que il ne faut pas que en fait, un pipeline build pas et déploie pas juste parce qu'il y a 2 tests unitaires qui ne marchent pas. Ils vont être corrigés, mais il faut donner une chance un peu à ce que les choses se passent, quoi. Donc toujours Jenkins 2, on a choisi en fait d'utiliser des shares libres. Donc pour ceux qui connaissent un peu, donc Jenkins 2, on a des Jenkins files dans chaque projet où il y a du code Groovy dedans. Et le code Groovy, c'est soit on met tout notre pipeline dedans, soit on fait une sorte de DSL, j'ai un exemple juste après, qui permet de définir ce qu'on veut. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une share lib avec tout notre code dedans. Et du coup, cette share lib, c'est une lib qui est utilisée par tous les projets qui vont builder. Donc l'avantage, c'est qu'on factorise tout notre code. Donc là, dès qu'on a une modif, on n'a pas à repasser sur tous les projets. C'est hébergé dans GitHub et donc c'est compatible feature branch. Et donc quand on teste un truc, on crée une branche, on le teste sur un projet en référençant la branche. Si ça ne marche pas, on n'y va pas. Si ça marche, on met sur master et tout le monde en profite. Donc c'est plutôt intéressant. Alors le petit bémol de cette époque-là, c'est qu'on avait créé une grosse sharelib, un gros monolithe, un gros monstre, et à chaque fois on tremblait un peu quand on le mettait en prod. Donc ça, c'est plutôt pas une bonne idée. Du coup, aussi à l'époque, on avait, du coup, c'était un peu figé et on avait un mode de développement qui était un peu lourd. On ne connaissait pas forcément tout l'écosystème. En fait, pour développer, le seul moyen qu'on avait pour tester, c'était de pusher le code pour pouvoir le tester dans Jenkins. Donc, en fait, ça refaisait en 1 heure, on faisait peut-être 100 commits, 50 push et on avait des tests unitaires qui étaient un peu pénibles à faire. Donc, ça, c'était pas génial. Franchement, à l'époque, c'est bien aussi de pouvoir tester ses propres, en tout cas, moi, c'est mon avis, de ses propres pipelines. Là, c'était un peu, je teste sur la prod, quoi, au final. Donc, un fameux exemple de Jenkins file. Bon, l'idée, c'est pas là de faire un talk sur Jenkins, mais voilà, l'idée, c'est que nos Jenkins files sont guère plus compliqués que ça. Alors même, ils sont maintenant plus simples parce qu'on n'a plus qu'un seul niveau, Maven boot, et on a les variables qui nous vont bien pour pouvoir faire nos pipelines, et c'est tout. SonarCube, il est toujours là, on l'utilise toujours. Alors nous, par habitude, on fait une mise à jour LTS donc tous les ans. Dès qu'il y a une nouvelle LTS, on fait une mise à jour. Et maintenant, on n'utilise plus de profil maison. C'est profil Equality Ticket Sonar. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a diminué le taux de couverture de code sur les tests unitaires parce que Sonar demande 80%, ce qui est énorme. Donc, on l'a diminué à 60% parce qu'on avait la moitié de notre développeur front sous Angular qui était en PLS parce qu'il faut croire que les tests unitaires avec Angular, c'est pas génial. Donc, du coup, on l'a diminué à 60%. Bon, c'est déjà pas mal. Tout nouveau code doit avoir au moins 60% de couverture de test. Et puis, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas d'analyse de branche à l'époque, parce que c'est la version payante et nous, on est en version communautaire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez handicapant parce que, en fait, le seul moyen d'avoir de la calimétrie, c'est de merger sur la master. Donc, ça arrive un peu tard au final, même s'il y a l'inter via l'IDE qui peut aider. Mais ça, c'est assez impactant. On a retourné le problème dans tous les sens avec la version communautaire. On n'a pas trouvé mieux.
Cette époque-là, on dit au revoir à Nexus 2 pour passer sur Artifactory. Alors, on aurait pu passer à Nexus 3. Au final, à l'époque, on est tombé assez fan de JFrog et d'Artifactory. Notamment, on les a rencontrés au Devox. À l'époque, on pouvait tous se voir dans ces salons-là. Et ils ont des super goodies, mais pas que. Ils ont quand même aussi un super outil. Et donc, nous, on a utilisé la version payante Pro, qui nous permet d'avoir tous les styles de repo du monde et aussi un super support efficace, des avant-ventes français qui nous aident bien, et puis une interface graphique qui est juste géniale et pour administrer et pour aussi les utilisateurs. En fait, ils ont des snippets dans le set me up qu'on voit sur le snapshot ici. On clique dessus, ça nous donne le code à intégrer pour tel ou tel config de registry ou telle dépendance. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis maintenant, on a des repos Maven, NPM, Docker, Crane, Yum, enfin j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est quand même un super outil. Mais Nexus faisait le boulot, hein, mais bon, voilà, on a voulu passer un peu l'étape suivante. Je fais un petit aparté sur Deploy. Alors, c'est un outil maison qui est écrit avec du PHP et du Perl, donc, alors, qui n'est pas dans l'équipe à laquelle j'appartiens, qui est dans l'équipe juste après, qui gère chez nous les delivery en production. L'idée, c'était qu'on avait cet outil-là qui gérait toute la config et tous les déploiements sur les serveurs post-peak, post-plateforme d'intégration. Et le problème, c'est que du coup, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, notre Jenkins se chargeait de faire les copies de jar, de ressources et tout ça sur les environnements, donc du coup, gérés par la plateforme d'intégration continue. Et donc, on arrivait aux problématiques de déploiement, je dirais, de la vraie vie, au moment où, en gros, je partais en recette ou en prod. Donc, au moment où c'est bien, quand c'est pas trop tendu parce que j'ai oublié une clé de config. Donc là encore, ça nous a appris une chose, c'est que l'idéal, et c'est ce qu'on trouve maintenant notamment avec des choses comme les conteneurs, c'est de dire le plus tôt je suis dans les conditions de production, le mieux c'est. Et ça vaut aussi pour la CI. C'est-à-dire que la CI, le plus tôt elle déploie, comme ça va être déployé en prod, le mieux c'est, parce que du coup, les problèmes, on les a quand on n'est pas trop tendu. Donc du coup, voilà, maintenant on utilise nous aussi Deploy avec notre usine logicielle. Et puis, on en a profité. Il y avait un projet qui a déployé une stack ELK. On se dit, bon, tiens, on va aller se greffer là-dedans. Donc, du coup, maintenant, on a tous nos logs, que ce soit les logs applicatifs, quelle que soit la techno, sont ingérés par ELK et restitués avec, donc, du coup, le cas de Kibana. Là encore, ça donne un peu de liberté aux développeurs parce que du coup, il n'a pas demandé avant, il fallait qu'il demande à l'exploit, bonjour, en production, je voudrais le log de tel machin, merci si vous voulez bien sans vouloir vous déranger. Là, maintenant, ils ont accès à tous leurs logs, ils peuvent faire des requêtes, leur faire leur propre rapport Kibana, donc ça aide. Ça aide quand même. Donc, un petit bilan de cette phase 3 qui nous amène jusqu'à l'an dernier. Git GitHub, ça forcément c'est bien, ça c'est chouette, mais je crois que j'ai besoin de convaincre personne. Jenkins 2, on est super content, ça marche très bien. Les pipelines, ça nous a changé notre vie sur la façon de gérer en fait les outils pour une mise à disposition. SonarCube, toujours aussi content, surtout le laisser tel qu'il est et bénéficier en fait de la plus-value et de la connaissance des équipes de Sonar. Artifactory, c'est un outil qui coûte de l'argent en version payante, mais qui fait vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Et puis de déployer comme la prod dès le début, au plus tôt. Ça évite les montées en température au moment des MEP. Et puis, le log management, l'idée, c'est du partage d'informations à outrance pour que le développeur puisse savoir ce qui se passe et qu'il ne doive pas dépendre de 25 demandes pour avoir l'état d'un truc déployé ou des logs. Ce qui n'a pas marché, clairement, c'est la ShareLib. Une seule ShareLib, c'est clairement une mauvaise idée parce que on fait un monstre en fait, qu'on n'ose plus toucher. Donc là, j'ai parlé pas mal d'usines logicielles. L'autre activité pour les développeurs, c'était quand même de voir aussi et les stacks dans tout ça. Jusqu'à maintenant, on était resté sur le fait qu'on était un peu des tortionnaires, des dictateurs en disant « vous développerez comme ça et puis ce ne sera pas autrement ». Donc, on a voulu ça aussi le faire changer. C'est arrivé à une période où je pense qu'on a tous connu ça il y a 4 ans à peu près. On s'est dit, toutes les sociétés ont dit je vais faire plein de web services partout, je vais faire de la SOA, c'est super cool la SOA, je veux en avoir partout. L'idée, c'était aussi de se débarrasser de ce fameux J+1 et d'être vers le temps réel. Donc, le peu de SOAP qu'on avait, on a été vers du REST.
Comme certaines sociétés, on s'est dit: «On va acheter un ESB et puis un API, gateway une API gateway». Donc nous, chez nous, c'est BusinessWorks de chez TIBCO. Je ne sais pas si c'est une bonne idée après coup. C'est peut-être une très bonne idée. Ça fait un middleware en plus, ça fait le taf, mais voilà, est-ce que c'est nécessaire? J'avoue qu'à l'heure actuelle, je me poserais la question de le refaire, mais en tout cas, ça marche plutôt bien quand même. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on s'est dit: «Tiens, ça nous permettra peut-être», parce qu'à l'époque, on commençait à entendre parler des microservices. Ce qui était clair, c'est qu'on ne pouvait pas rester avec notre WebLogic et notre R ou notre WAR, à déployer. On voulait aller vers quelque chose de plus léger pour le déploiement. Et c'est là, du coup, où, bah, alors c'est pareil, on n'est pas très originaux, mais on s'est dit: «On va aller vers Spring», plus particulièrement vers Spring Boot. Alors moi, j'avais déjà fait du Spring, avant, donc c'était pas non plus quelque chose d'hyper récent puisque j'en avais fait avant 2008. Mais là, c'était plutôt Spring Boot. Donc l'idée, c'est de rendre heureux, en fait, les développeurs, puisque notre objectif, c'était de dire, on va vous dire: «Vous devez faire du Spring, par contre, derrière, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les starters que vous voulez, vous prenez les libs que vous voulez, et derrière vous construisez ça vraiment comme vous voulez». Donc la base, c'est Spring, et après, eh ben, vous utilisez les libres. La seule chose qu'on demande encore maintenant, alors peut-être que ça va changer, c'est peut-être des réminiscences de notre passé de normes, c'est qu'on fixe la version majeure. Alors, on la fixe sur Spring notamment parce qu'on a notre supervision qui scrute les endpoint actuators, et on veut assurer à la prod qui fait ça que bah, il n'y a pas de mise à jour cassante sur la sup. Donc pour l'instant, voilà, on fixe la version majeure de Spring. On a choisi un packaging Fadjar, donc pour se débarrasser notamment des serveurs d'appli qui coûtent un peu cher en licence et qu'il faut administrer. Donc on est en Fadjar, et puis bah, quelque part, ça nous permet aussi d'avoir une ouverture potentielle vers des microservices et Docker. Alors, on sait que c'est pas toujours simple du dockeriser enfin, en tout cas, c'est pas toujours performant de dockeriser du Spring et du Java, mais voilà, ça progresse. Donc en tout cas, ça nous permet de se projeter vers ça. Donc Spring Étoile parce que, bah, tout simplement, donc on était en 1.5, maintenant on est en 2. On fait du Spring et du Spring Boot, pardon, et du Spring Batch. Donc petit à petit, on arrive pour remplacer nos batchs écrits, parce qu'on a toujours un peu besoin de batch. On a des applications qui ne savent pas dialoguer en temps réel, et donc on les remplace petit à petit par du Spring Batch, pour continuer ces synchros de données. Avec Spring, en fait, on a voulu faire 2 choses. Donc on est parti sur une notion de seed. Alors on ne l'a pas inventé, la notion de seed, ça vient beaucoup du front, du monde Angular. Donc en gros, ça reste un squelette, applicatif. C'est un peu comme les archetypes Maven, alors sauf que nous, on a fait moins bien du coup, c'est que, c'est un squelette qui permet aux gens d'avoir tout ce qu'il faut pour que ça s'intègre bien dans l'API, et d'avoir, le POM avec, quelques renseignements, vitaux. Le seul truc, c'est que du coup, comme c'est un seed, en fait, ils le clonent de GitHub et après ils le modifient avec une doc, et après du coup, ils peuvent commencer à travailler. Donc ça, c'est un peu rébarbatif pour eux. Donc là, c'est clairement, il y a un axe d'amélioration. Et les frameworks, on est revenu à la notion première de partage, c'est de dire: «C'est du code centralisé pour les développeurs, pour les aider», et c'est tout. Par exemple, notre AD qui est, utilisé par toutes nos applis, bah, voilà, le code pour aller s'authentifier avec Spring Security qui est jamais super simple, on l'a factorisé, les gens peuvent l'utiliser ou pas, mais en tout cas, c'est à leur dispo. Et c'est la naissance de l'inner source chez nous, notamment avec GitHub, alors qui a un peu du mal à prendre parce que, on est un peu victime dans les projets, notamment, on a encore beaucoup de chefs de projet qui ont du mal à comprendre qu'un développeur qui travaille pour, une ressource inner source de la société, en fait, il travaille pour tout le monde, mais aussi pour son projet. Voilà, c'est compliqué à faire comprendre, mais en tout cas, tout ça, c'est inner source, c'est les développeurs, c'est à eux, ils peuvent, participer au développement, et nous, en gros, on est les codeurs qui permettons de gérer un peu les releases et les mises à dispo. Mais donc du coup, c'est, vraiment les faire participer. On s'est débarrassé de JE côté back, on va forcément pas garder JSF, donc bah, à l'époque, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, Angular, ça a l'air cool, tout le monde dit que c'est génial». Alors c'était à l'époque où tout le monde disait: «Ouais, moi je préfère faire du React, moi je préfère faire de l'Angular», et cetera. On est parti sur Angular parce que, bah, notamment en termes de ressources, c'est ce qu'on trouvait le plus en termes de ressources, soit en SS2I, soit même en embauche. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des trucs, super cool, et c'est les mêmes objectifs qu'avec Spring. On fixe une version majeure, et après, vous faites ce que vous voulez en termes de lib et en termes, de dépendance, que vous voulez faire. Donc on a fait tout pareil, un seed et des frameworks, tout ça en inner source.
Et puis voilà, pour Angular, c'était aussi simple que ça. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas. Alors, je n'ai peut-être pas dit, mais si j'ai dit au début, je suis un développeur Java, je ne suis pas hyper fan du front, donc peut-être qu'il y a moyen que je ne sois peut-être pas objectif avec Angular. En tout cas, c'était moi qui avais eu la charge de mettre en place Angular. Donc, j'ai commencé par AngularJS avec du GUB, du JS, du Babel, NPM, enfin, super content. J'ai bien transpiré, je m'étais fait accompagner par des gens, tout marchait bien. On met en prod tous ces trucs-là pour que les développeurs puissent commencer à bosser. Et 2 mois après, qu'est-ce que fait Google? Ils disent, tiens, si je sortais Angular, mais je sortais Angular en pétant tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et donc, on est passé en TypeScript. Après, ils ont utilisé Angular CLI, etc. Et puis, ils se sont fait mettre, ils se sont mis à faire une release tous les 6 mois. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, on va déjà tout refaire. Et puis, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas suivre tous les 6 mois. Donc, en général, maintenant, on release tous les ans une version d'Angular. Donc, on fait 2, 4, 6, 8, 9. C'était sur un malentendu, il y a eu un peu de temps. 10. Et là, comme d'habitude, on était parti à réaliser la 10 sur notre socle dans un mois. Il y a une semaine, Google a sorti la 11. Comme ça, c'est bien, on sait déjà ce qu'on va faire dans les mois suivants. Alors, pourquoi c'est pareil, on fixe Angular? C'est que comme on utilise ngCli, qui est donc le CLI pour Angular, et que parfois ils font des changements, voire parfois des changements cassants, on peut quand même s'assurer qu'on peut toujours construire quelque chose. Mais bon, ça marche quand même plutôt pas mal. Et cette époque-là, les dernières années, c'est aussi le moment où on dit au revoir en fait aux technos qui ne sont pas gérés par la PIC. Donc ça, c'est nos équipes qui gèrent le legacy maintenant qui gèrent ces technos-là. On peut plus les gérer au final. Il y a trop de delta avec notre PIC. J'arrive sur la dernière phase. Donc, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle et ce qu'on fera certainement, j'espère, un jour. Et donc, on verra que là, on retombe dans ce que je vous disais à un moment donné, ce qui m'était cher en tout cas, c'était d'automatiser à outrance, apporter de la valeur que quand c'est nécessaire d'avoir un humain qui fasse quelque chose. Tout le reste, il faut que ce soit fait, en tout cas à mon sens, c'est ma vision de la chose, il faut que ce soit fait par un outil. Donc, l'automatisation, c'est la phase que l'on vit à l'heure actuelle. Donc, notamment le déploiement continu. On avait de l'intégration continue jusqu'à maintenant. Alors, on fait de l'intégration continue, alors que je dis souvent du pauvre. En tout cas, on déclenche les pipelines Jenkins sont déclenchables manuellement n'importe quand par n'importe qui dans la journée. Et on en fait un la nuit si jamais il n'a pas été déclenché dans les dernières 24 heures. Pourquoi on ne le fait pas sur le push de code? C'est qu'on a une architecture technique qui est super petite, donc elle ne tiendrait pas la route. Et surtout, le plus important, c'est que GitHub qui est en SaaS ne voit pas notre Jenkins parce qu'on ne l'a pas ouvert. Donc voilà, c'est un peu pénible. Et on ne se voit pas faire du pooling toutes les secondes sur GitHub pour savoir s'il y a eu un changement. Bref, il fallait quand même rajouter la partie déploiement continu. Donc maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est le déploiement continu jusqu'à la recette. Donc maintenant, les équipes projet, du dev jusqu'à la recette, sont totalement autonomes et ne passent plus du tout par des équipes production. Donc du coup, là où avant, pour faire une recette, c'était forcément un J+1, voire parfois un J+3, en pleine phase de recette, une équipe de dev peut déployer 3 fois, 40 fois dans la journée, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est plutôt sympa. Et la MEP, elle est instrumentée, mais pas automatique. C'est-à-dire que c'est Deploy qui fait la MEP, l'outil dont je vous parlais. Donc, ce n'est pas un humain, mais par contre, c'est un humain qui la déclenche. Donc, il y a quand même une phase de validation. Et depuis 2 ans, notre PIC continue d'évoluer. On la customise. Donc, on est passé sur notre V2 des Share Libre. Donc, on en a créé plusieurs. On a une approche modulaire, donc plus petite, donc forcément plus évolutive. On a une Share Libre dédiée au pipeline Java, une autre avec des outils communs, etc. Et plus testable. Maintenant, on utilise Jenkins Pipeline Unique, donc anciennement le framework des Furets pour faire des tests unitaires. Donc, enfin, on a un vrai process de test. Enfin, notre propre code de notre PIC est lui-même intégré dans la PIC avec un mécanisme de test unitaire, de test d'intégration qui tient la route. Donc, ça, c'est super important, je pense. Il ne faut pas, à mon sens, tomber dans le piège de je fais scripter à outrance et puis je teste rien. Parce qu'après, on a les mêmes problèmes que les projets à qui on demande de faire des tests. C'est que la moindre modif, ça casse des choses. On est passé à Sonar Cube7, LTS. La grosse nouveauté, c'est qu'on a acheté une licence. Donc, les développeurs sont heureux. Ils ont maintenant l'analyse calimétrique sur toutes leurs branches. Et on est en train de mettre en place la décoration des pull requests GitHub pour que ça arrive dès la pull request. Et puis, on a activé X-Ray de Artifactory, donc qui est l'analyse de vulnérabilité et aussi de dépendance des licences. Donc, c'est super intéressant. Parfois, on ne se rend pas compte qu'en tirant des dépendances à droite, à gauche, on a des potentielles violations de licence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, tout est scanné.
On a créé une appli maison qui s'appelle Jarvis. L'idée, c'est de rendre service aux développeurs et de leur rendre la pique. Donc, en inner source aussi, puisque c'est un développement interne. Et l'idée de Jarvis, c'est de bootstrapper les projets. Un développeur arrive, il se connecte à Jarvis, il dit mon application, elle s'appelle machin, c'est du Spring Boot. Il clique sur OK et ça va lui créer son job Jenkins. Ça va lui créer son repo GitHub avec les sources qui vont bien et les POM XML déjà pré-remplis, contextualisés. Ça lui crée le projet Sonar. Il n'a plus qu'à faire un git clone et c'est parti, il peut coder. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre autonome, parce qu'avant, il passait par nous pour créer toutes ces étapes-là. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, créer un repo dans GitHub. Bah, quand moi, je le faisais 10 fois dans la journée pour les développeurs, à un moment donné, je me dis, je ne sers pas à grand-chose. Je rentre juste une chaîne de caractères et j'appuie sur un bouton. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et puis, accessoirement, ça nous a permis de mettre des indicateurs pour les projets, pour des gens pas trop techniques. Ils ont une vue très simplifiée des indicateurs, que ce soit de chez GitHub ou de Jenkins. Et puis, bah, ça nous permet de modifier aussi de manière transverse. Par exemple, un renommage de projet, ça renomme son job Jenkins, son repo GitHub, ça change la config dans Jenkins, ça change le projet Sonar. Donc, ça nous permet quand même de simplifier la vie aussi pour nous. Donc, le bilan de cette phase qui est encore en cours, au final, plusieurs shares libres, c'est bien. Modulariser le code de sa CI, c'est bien aussi. Jarvis, on en est plutôt content et plutôt fier. L'automatisation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment pousser. Il faut automatiser un maximum, se donner le temps d'automatiser en fait. On a parfois l'impression qu'on va plus vite à faire nos actions vite fait manuelles. Prenons le temps de faire le code qu'il fait pour nous, ce sera du temps de gagner. Et rendre la liberté aux développeurs. Moi, je suis un dev, maintenant je fais un peu partie de la production, mais il faut qu'un développeur il soit libre. Pour moi, ça reste un métier créatif et rien de pire que de contraindre des développeurs. Laissez-les faire. Bref, on les laisse faire, c'est beaucoup mieux. Angular, bon, je ne pouvais pas m'empêcher de poser la question si c'était une bonne idée. Si, ça doit être une bonne idée au final. Et puis plein d'autres choses. Je vous ai montré un bilan des 12 ans. Là, c'est les 2 dernières années. Je pense que dans 3 ans, je me rendrai compte qu'on a fait des erreurs. Bah, ce n'est pas grave, on essaiera de les corriger. Au final, ce que je vous ai montré là, c'est résumé ici. Et je reboucle sur ce que je disais au tout début. J'arrive à la fin. On est une mutuelle, hein, pour rappeler. Notre métier, c'est de faire de la mutuelle, de la santé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il fallait absolument rester sur du mainframe et faire du DB2, etc. Donc, on a essayé de faire des choses sympas, des technos sympas, et on a essayé de faire une usine logicielle qui tienne la route. Alors, on n'est pas à faire 50 mètres par jour ou comme certaines grandes sociétés informatiques, mais je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on a mis en place. Donc, du coup, on est un peu comme ça, on est plutôt assez fiers. Pour finir, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai mis beaucoup de slides, je vous promets, c'est bientôt fini. C'est un peu ce qu'on a dans la tête, ce vers quoi on voudrait aller et ce vers quoi on travaille déjà. Je vous ai parlé du déploiement du dev à la recette. On veut maintenant aller du dev à la prod. Ça paraît évident, mais l'idée, c'est de se dire, il faut que maintenant un développeur il puisse faire sa chaîne de livraison tout seul, sans dépendre d'une équipe, d'un comité d'approbation. Là, à l'heure actuelle, chez nous, une MEP, c'est entre 8 et 10 jours. C'est beaucoup trop. Il faut qu'on arrive à raccourcir ça. Donc, l'idée, ça va être d'outiller, ça va être de peut-être aller voir autre chose aussi. Mais en tout cas, c'est d'outiller et de passer cette étape qui est manuelle. Moi, je pense aussi, c'est d'augmenter la calimétrie et les tests, et notamment en décorant aussi nos pull requests. C'est-à-dire que les pull requests, il ne faut pas qu'elles aient que Sonar, il faut qu'elles aient les tests, il faut qu'elles aient un maximum d'informations pour que quand la personne va dire « Ok, c'est bon, je me bascule sur ma master », elle ait tous les indicateurs au vert. Et puis potentiellement commencer à regarder autre chose. On est content de Jenkins, mais on a beaucoup de code. Est-ce qu'il ne faut pas regarder d'autres choses? Alors GitHub Action, notamment, en fait, toutes les CI GitLab propose aussi maintenant pour pouvoir automatiser beaucoup de choses. Donc voilà, commencer à regarder d'autres outils pour voir si notre code est vraiment justifié. Donc voir vraiment pour augmenter les interactions entre nos outils. L'autre grande chose qui m'occupe un peu en ce moment, c'est qu'on bascule dans le monde du conteneur et on a choisi de basculer sur OpenShift pour plein de raisons. Alors, c'est pareil, je pourrais en parler encore 3 heures, donc ce n'est pas le but. Mais voilà, on bascule sur OpenShift. Donc, l'idée, l'objectif, ça va être de simplifier notre PIC, simplifier tout ce qui est packaging et déploiement, puisqu'on va déployer et popper des pods. On va pas, là, à l'heure actuelle, il faut savoir déployer un jar, il faut savoir déployer un EJB, etc. Mais aussi
peut-être simplifier l'utilisation de nouvelles techno. Là où maintenant, en ce moment, nos machines sont gérées avec Puppet et il faut créer des VM avec installer des JDK. On se rend compte que c'est plus simple si dans un monde de conteneurs. Rationaliser nos machines. On a beaucoup de machines, notamment de recettes, qui servent à rien une fois que la recette est finie et souvent les gens ne préviennent pas. Donc, on a beaucoup de machines pour rien. Et puis, tout ce qui est admin et supervision qui devrait être simplifié. Donc, on espère avoir finalisé notre passage au mode conteneur été 2021. Et avec ça, vient le DevOps. Alors, c'est un mot qu'on voit partout, qu'on entend partout. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu une image du Loch Ness. Parfois, on se demande si c'est vraiment vrai. En tout cas, l'objectif derrière ça, c'est de fluidifier les MEP et surtout aussi de commencer à casser ces silos qui sont beaucoup trop marqués entre les devs et la prod. Nous, on n'a pas forcément une culture agile énormément présente, donc on a choisi une approche bottom-up, donc de partir des outils. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ce n'est pas peut-être l'état de l'art, mais en tout cas, ça nous permet d'avancer. Donc, OpenShift est un accélérateur pour ça. Et puis, les challenges qu'on aura avec ça, c'est de faire cohabiter notre legacy avec les nouveaux projets, parce qu'on ne peut pas tout containeriser, on ne peut pas laisser les anciennes applications sur le bord de la route. Donc, il faudra qu'on voit comment on fait. Et puis, du DevSecOps, forcément, maintenant, on est obligé d'en parler. La sécurité est au milieu de tout, donc il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Et pour finir, l'ouverture des technos, l'idée, c'est aussi de permettre demain à arrêter de dire faites du Spring 2. Si j'ai envie de faire du Vertex, si j'ai envie de faire du Kotlin et pas du Java, si j'ai envie de faire du React et puis de l'Angular, l'idée, ce serait de le permettre. Alors là encore, la containerisation doit aider. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est de le permettre dans un environnement cadré et responsable. On est dans le monde professionnel, on est dans une entreprise, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'ai une citation d'un grand philosophe que j'aime beaucoup, qui est Ben Parker, et qui dit « à grand pouvoir, grande responsabilité », mais en fait, c'est vraiment ça. C'est « ok, moi, je veux faire du Vue, très bien, je fais du Vue, mais par exemple, si je suis dans une équipe où je suis 3 prestataires et que les 3 prestataires font du Vue et puis ils en ont marre, ils s'en vont, comment on fait pour maintenir ?» Donc voilà, faire attention. On ne peut pas tout faire, encore une fois, on n'est pas des GAFA, on ne peut pas mettre à la poubelle une techno pour en prendre une autre du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est quand même d'ouvrir ça pour que les gens puissent choisir des nouvelles technos. Et cette fois, pour vraiment finir, très humblement, je vais moi juste lister les points qui me semblent hyper importants si vous faites le même métier que moi ou si vous vous lancez dans vouloir mettre en place des choses pour faciliter la vie des développeurs. Et déjà, la première chose, c'est de ne pas trop les restreindre et de ne pas trop les cadrer. Parce que de toute façon, c'est comme toutes les règles, c'est comme tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Si on met trop de règles, on va passer notre temps à essayer de les faire appliquer. Les gens vont passer leur temps à les contourner. C'est impliquer les développeurs, avec notamment l'inner source. Moi, je suis malheureux parce que ça ne prend pas trop. J'espère que ça va prendre. Mais impliquer les développeurs, c'est le meilleur moyen, en fait, pour que ça évolue et surtout qu'ils soient heureux et qu'ils aient l'impression d'utiliser des choses qui correspondent à leurs besoins. Donc, les impliquer, c'est hyper important. Casser les silos, c'est une évidence, on le voit partout. C'est vraiment pas simple. Dans les sociétés, on est très, très orienté. J'ai les devs, j'ai la prod, j'ai même les exploitants, etc. Donc, vraiment, les casser, ça me semble être primordial si on veut avancer. Attention aussi au Hype-Driven Development. Alors, je donnerai la presse après, donc du coup le lien sera accessible. J'ai vu une presse sur le dîner des speakers, une conf qui est organisée là récemment, sur le Hype-Driven Development, et c'est super intéressant. C'est qu'il ne faut pas forcément toujours partir sur une nouvelle techno. Parfois, les technos qui sont flagués comme anciens et qui font taf, c'est pas si mal que ça. Donc, typiquement, dans notre cas, Java, c'est pas si mal. Au final, c'est un langage qui tient quand même la route. Et je le répète, et je le répète encore, s'outiller pour les tâches ingrates, c'est important. C'est important d'avoir les outils, alors pour la calorimétrie, par exemple, mais aussi pour toute tâche qui peut être faite par un outil. Ça me semble être vraiment hyper important. Et puis, quand même, faire attention. On fait des outils, on fait du dev, mais il faut quand même rationaliser tout ça. Nous, notre choix, c'est de faire une chair libre
pour pas en fait créer du legacy dans son propre outillage pour les devs, parce qu'on va tomber dans un truc, c'est qu'on va plus faire évoluer les socles, non pas parce qu'on veut pas les faire évoluer, mais parce qu'on a peur de les faire évoluer. Mais au final, la conclusion est la même, c'est qu'on reste sur des vieilles technos. Donc faire attention à ça. Il faut aussi que la CI et que la chaîne de delivery suivent et soit construite de manière intelligente. Et voilà pour moi. J'ai à peu près tenu le, le timing. Merci. J'espère que ça a été compréhensible. Je ne sais pas s'il y a il y a des questions. Et pour moi, j'ai fini. Eh ben, écoute, merci à toi, merci beaucoup. Je pense que c'était une belle présentation, c'est ce que je lis dans le chat. Merci pour cette belle présentation. Alors, on a quelques questions. On n'en a pas eu tant que ça. On a eu du troll, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que ça. Ouais, alors, ça y est, les merci sont en train de fuser là dans le chat. Merci, merci, merci pour la presse, merci Stéphane, etc. Donc, je pense que ça a plutôt plu. Je ne sais pas si ça a parlé à tous les plus jeunes. Moi, en tout cas, ça m'a bien parlé parce que j'ai revécu pas mal de choses. Ouais, il fallait avoir un certain âge, effectivement. Voilà. Après, c'est pareil, on a un public qui est assez divers et pas forcément Java. Donc moi, j'avais posé la question à un moment donné dans le chat, mais je n'ai pas eu de réponse, savoir si tout le monde, ça parlait à tout le monde, Artifactory, Nexus, Maven, etc. Bon, après, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça parle. Est-ce que ça parle après à tous les développeurs JS, par exemple, je ne sais pas, mais bon. Ça continue. Alors là, voilà, très agréable à écouter. Bravo, merci pour ton retour d'expérience. Merci pour la fraise, c'était sympa. Honnêtement, ça défile trop vite, j'arrive même plus à lire. Cette conf était superbe, merci beaucoup. Voilà, et c'est top d'avoir des retours d'expérience, etc. Donc, je pense que tu vois, tu as réussi en tout cas ta presse. Merci. Merci. Merci à toi. Alors, des questions, on en a quelques-unes. Alors, que je reprenne, on en était où? Voilà. Alors, il y en avait une sur... tu parlais à un moment donné du fait que tu te mettais à utiliser sur GitHub les issues. Et donc, la question était de savoir, avant d'utiliser les issues sur GitHub, est-ce que vous aviez des outils de ticketing ou est-ce que vous faisiez autrement, sans Alors, on avait un outil de ticketing, mais très fonctionnel. J'en ai rapidement parlé. Au final, c'était les utilisateurs finaux, mais vraiment orienté outil à un helpdesk. Donc, j'utilise une application et fonctionnellement, elle ne fait pas ce que je veux. Et du coup, chaque équipe projet gérait le lien entre le ticket qui était levé par un utilisateur final et potentiellement de créer plusieurs tickets, on dirait techniques. Il y avait Excel, il y avait Word, il y avait tous les outils qu'on peut imaginer. Et du coup, on n'avait vraiment pas de lien comme on peut avoir avec les issues GitHub où on va lier une ou plusieurs issues à une PR ou à une branche et en un coup d'œil, on peut voir ce qui est couvert et surtout, on peut échanger. Quand c'est un fichier Excel qui est maintenu par le chef de projet où il met, je dirais, son ticket, son numéro Jira, par exemple, dans le cas où c'est Jira qui est utilisé, mais nous, c'était un autre outil, un outil, je ne sais même plus comment il s'appelait. Donc, du coup, voilà, c'était très archaïque et c'est pour ça que c'était très compliqué en fait de faire le lien de bout en bout entre le problème fonctionnel qui avait été levé et au final les problèmes techniques qui ont été corrigés. Donc, c'est pour ça que les issues ont permis d'ajouter ce lien-là et en plus, surtout, une zone d'échange. C'est qu'un ticket où on ne peut pas échanger, c'est compliqué au final. Ok. Alors ça, c'était une question de moi aussi. Du coup, moi, j'avais une question sur la taille de ton équipe d'architecture, en tout cas d'organisation par rapport au nombre de développeurs, de testeurs, d'ops. Est-ce que tu peux citer des chiffres ou... Ouais. Alors, on a commencé à 2. Il y avait à peu près une quarantaine de développeurs. Là, on est monté jusqu'à 6. Maintenant, on est 3. Et on a, c'est pas compliqué, on a 170 comptes GitHub. Donc, on a, on va dire, à peu près 150 développeurs qui sont nos utilisateurs de ce qu'on met à disposition. Dans l'IT pur, donc je disais, il y a 500 dans le monde, on va dire, dans la partie informatique d'Harmonie Mutuelle, mais dans la partie vraiment IT pur, développement, on est à peu près 250. Donc voilà, il y a à peu près 150 développeurs qui utilisent nos outils. Et côté production et côté Ops, on doit être une cinquantaine d'Ops pour maintenir la production, quoi. D'accord. Donc, il y a beaucoup de développeurs. C'est aussi pour ça qu'on a voulu beaucoup automatiser parce qu'à 3, on ne peut pas sinon faire de choses raisonnables. Ouais.
Alors, j'ai Dadideo qui a posé pas mal de questions. Donc sa première question donc était sur l'analyse SonarCube. Il demande est-ce qu'une pull request sur master ne déclenche pas l'analyse de SonarCube et pour avoir l'analyse de la branche souhaitée. Donc c'est peut-être à replacer dans le contexte, je ne l'ai plus en tête. Ouais, en fait, à l'époque, donc en version gratuite, enfin en version communautaire, c'est du monobranche. Donc nous, on n'analysait que la master. Bon, c'est un choix, mais il fallait qu'on fasse un choix parce que dans nos pipelines, du coup, on voulait pouvoir choisir la branche. Donc du coup, le merge, enfin, on était obligé de merger sur la master pour analyser la branche. Donc ce qui était un peu pénible. Donc, du coup, la master devenait la branche développe dans le cas d'un guide flow, et puis on faisait une branche prod à part. Enfin, ça faisait un peu des bidouilles. Et à l'époque, on a retourné le problème dans tous les sens, mais si on ne voulait pas perdre l'historique d'analyse et tout ça, on ne pouvait pas créer plusieurs instances de Sonar parce que ça faisait plusieurs instances de base de données. Ou alors, c'était chaque branche était analysée et c'était la dernière analyse qui écrasait tout l'historique, donc ce n'était pas bien non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a sauté le pas à acheter, à prendre une licence développeur pour justement avoir l'analyse multibranche et que maintenant, chaque branche ait son analyse calimétrie. Et du coup, on peut, par ricochet, décorer chaque pull request qui référence la branche. Donc, c'est beaucoup plus simple à utiliser, c'est beaucoup plus lisible pour les développeurs qui se retrouvent à tout moment à avoir quelle analyse qualité ils ont et de ne pas attendre la merge sur la branche. Enfin, c'était jamais bon parce que quand on merge sur la master, c'est qu'en général, on a envie d'aller en prod. Si c'est à ce moment-là que Sonar nous dit bah non, il y a 45 violations, c'est pas bien parce que ça fait monter en température. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi la master, il fallait qu'on choisisse une branche, mais on est vraiment content d'être passé au multibranche maintenant. Okay. Moi, je pense que ça répond à la question de Dalideo. Donc, question suivante, toujours Dalideo. Souvent, c'est une plaie de bien configurer comme la prod. Donc, quand il n'y a Ouais. pas de container, est-ce que vous aviez une VM isoprod ou un truc du genre pour faire rapidement un quick fix sur une nouvelle bécane, par Ouais, exemple? non, c'est pour ça qu'on veut aller vers les conteneurs. Non, c'est pour ça que, alors sur la partie déploiement, c'est pour ça qu'on a voulu utiliser les outils de prod pour déployer en hors prod. Alors ça répond pas à la question, mais c'est en tout cas nous l'API qu'on voulait qu'elle soit isoprod entre guillemets. Après, en toute honnêteté, dans le monde Spring, Spring Java et Angular, on a très rarement eu des problématiques liées aux environnements. C'est très rare que ce qui ne marche pas en prod, ça marche sur la machine de dev et vice-versa. En règle générale, même sur l'intégration, sur la machine d'intégration, ça suffit. Et comme on a ouvert la recette en continu, la recette est isoprod en termes d'infra. Il n'y a que les données, bien sûr, qui sont potentiellement différentes. Mais en tout cas, en termes d'infra, elle est isoprod. Donc, les développeurs, s'ils veulent vraiment tester quelque chose le plus proche de la prod, en fait, ils redescendent leur version de recette, ils la déploient sur la recette, et puis ils font leur fixe sur la recette et à part en prod, quoi. Donc, comme tout ça est automatisé et que maintenant, ils ont la main sur la recette, entre guillemets, ça leur simplifie beaucoup ils n'ont pas besoin d'avoir un environnement qu'on avait avant, qu'on appelait CAC pour correctif à chaud, comme dans beaucoup de sociétés. Là, maintenant, en fait, la chaîne de delivery leur permet de faire ça assez vite, quoi. Ok. Alors, les questions suivantes de Dalideo, je les regroupe. C'était sur, en fait, la suite. Donc, il disait phase 5, est-ce que ça sera A/B testing, Green Blue Deployment ou la V2 en shadow de la V1? Et puis, dans la suite, je te la fais dans la filée parce que tu risques d'aborder le sujet. Actuellement, vous passez de dev à prod. Il demande s'il y a du staging. Alors là, tu viens de nous dire qu'il y avait de la recette. Il demande du coup s'il y a du staging ou de l'UAT, des tests d'acceptance utilisateur. Ouais, alors je vais commencer par celle-là. Donc, effectivement, c'est parce que j'ai fait un gros raccourci. En fait, on fait dev intégration, donc l'équivalent on va dire, d'un premier environnement de test, recette, pré-prod, prod. Et donc, la recette, elle est en général, tout ce qui est test automatisé est fait sur la phase d'intégration continue. La recette, en règle générale, elle passe par une recette métier, enfin, en tout cas, utilisateur. Et une fois que la recette est validée, ça part en prod. Donc, pour l'instant, la phase je valide en recette et je pars en prod, c'est manuel. L'objectif dans les mois qui viennent, c'est qu'une fois que la phase de recette est validée, en fait, le pipeline était juste en pause et il rebascule pour continuer la prod pour qu'une MEP puisse se faire dans l'heure si jamais toutes les cases sont cochées.
Ça, c'est la première réponse. Et la V2, oui, Blue Green, Canary, tout ça, c'est prévu grâce à Cube notamment, enfin grâce à OpenShift. Ça doit nous permettre, c'est l'objectif, hein, c'est au moins, alors déjà de faire des maps. On a une phrase un peu accrocheuse, hein, notre leitmotiv, c'est de dire il faut qu'une map soit un non-événement. Bah, c'est l'idée, quoi. C'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de coupure de service, il faut qu'on puisse faire aussi de l'A/B testing si on veut faire de l'A/B testing, mais qu'on puisse aussi déployer de manière assez simple, mais surtout revenir très simplement en arrière. À l'heure actuelle, un retour arrière, on le sent. Quand on doit copier à la main, déployer, remettre un ancien livrable, c'est pas juste un pod qu'on remonte, ou voire même, c'est pas juste une route qu'on réactive parce que le pod est toujours là. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre en place. Et même, enfin, et malgré les promesses Red Hat avec OpenShift qui rajoutent, c'est vraiment un bel outil, mais il y a quand même des choses à faire. Bon. Il y a quand même un peu de construction à faire. À quand la mise en prod tous les vendredis à 17h? Sans avoir peur. Ouais, je sais pas. Moi, ce que j'ai dit aux gars, notamment aux développeurs, parce que bien sûr, tous les développeurs sont super impatients d'avoir les conteneurs, je leur ai dit évitez quand même la map ouais, le vendredi soir ou le samedi après l'apéro. Attendez quand même qu'on soit un peu mûr pour ça, quoi. Parce que les exploitants vont jamais être contents d'être appelés en pleine nuit parce qu'on a fait n'importe quoi. Ok. Après, j'avais une question qui était sur... ouais, là, on a fait tout ce qui est usine logicielle, effectivement, donc intégration continue, test, etc. On a parlé vaguement des issues, des tickets utilisateurs. Et la doc, pour toi, c'est corrélé ou tu... Ouais, Et alors, parfois, tu vois, la doc, on l'a fait rentrer aussi justement dans les critères d'acceptance ou de mise en production, etc. De se dire si le truc il n'est pas documenté comme il faut, même dans Sonar, il te fait des rapports sur s'il y a de la doc, etc. Et, sauf si j'ai mal écouté, mais je ne crois pas que tu en aies parlé. Donc, non, j'en ai pas parlé. Alors, moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est les tests et justement aussi que ce soit documenté. J'aime beaucoup quand il y a les tests sont bien faits, surtout servent, pas juste le assert true à la fin d'un test, ça ne sert pas à grand chose. Donc effectivement dans Sonar, on a la règle qui est activée. Alors c'est pas une règle bloquante, hein, c'est un code smell pas très grave. Toute méthode publique qui n'est pas documentée se lève une violation. Après, ça a des limites, hein, parce qu'il suffit de mettre un Javadoc vide et puis la violation disparaît. On est en train aussi là d'intégrer OpenAPI 3. Donc maintenant, bientôt, j'espère dans les semaines qui viennent, nos pipelines vont générer en fait toute la doc OpenAPI 3 et on va centraliser tout ça dans un Swagger UI. On va certainement le câbler avec notre application Jarvis pour le présenter multi-environnement, multi-application pour que les gens aient accès à ça. Donc ça, c'est une idée. C'est toujours pareil. Moi, je crois beaucoup à la doc, mais on l'a tous fait. On peut écrire la plus belle doc, la plus beau Javadoc, le plus beau README du monde. Au bout de 2-3 maintenances qu'on fait sur notre code, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus à jour. Donc, l'idée, c'est si on peut automatiser des choses, on le fait. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas bloquant sur le process. Peut-être qu'avec OpenAPI, on pourra peut-être aller sans être bloquant, au moins que ça lève une certaine calimétrie défaillante en disant attention, les void points ne sont pas documentés alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, ouais. mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'étape très marquée sur la documentation. On a les outils qui le permettent, mais on n'a pas encore vraiment industrialisé tout ça, quoi. Ok. Alors après, alors c'était plus une remarque, mais enfin, ça peut être aussi interprété comme une question. C'est de Tim Tier qui me dit le problème de l'ouverture des technos que tu relèves est le même que donner le choix aux devs sur toutes les libs. Et effectivement, moi j'avais noté aussi que du coup l'objectif au final sur une partie de ta conclusion, est-ce que c'était pas de donner toujours plus de liberté aux développeurs? Au départ, tu me disais ben, on fixait les libs et puis finalement là maintenant on fixe les technos et on essaye de s'ouvrir. Donc Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis presque une anomalie hein, dans la production parce que j'ai 20 ans de dev derrière moi, donc je ne peux pas m'empêcher d'être teinté développeur. C'est pour ça que je veux rendre la liberté aux développeurs. Mais j'ai une vision moi, du métier de développeur qui est plutôt une vision assez idéaliste. Hein. Pour moi, on est des créateurs et donc on crée des choses et c'est super frustrant de se restreindre à des choses. Alors, il y a parfois ça part souvent heureusement de bonnes intentions, mais faut qu'on arrive à le changer. Donc les libs, c'est une première étape effectivement.
Demain, les technos, si OpenShift nous le permet, encore une fois, quelqu'un qui est ceinture noire de Node, enfin de JS, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas écrire son bac en Node.js. Après, c'est simplement un problème de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Rationaliser les technos dans une entreprise, ça permet aussi de se dire, quand il y a un problème, je peux faire appel à beaucoup de gens. Faire une techno parce que je trouve qu'elle est super hype et j'adore ça, bah, il peut y avoir un risque d'avoir personne pour la maintenir. Et puis aussi, tout ce qui est DevOps et tout ce qui est automatisation pour faire de la MEP, ça veut dire aussi que les développeurs, il faut qu'ils acceptent d'être sollicités quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de production quand une appli ne marche pas en prod, c'est un problème de tout le monde. Donc, il faut que tout le monde, qu'on réagisse en équipe. Et puis, c'est sur de la prod, ce n'est pas à moi. Et puis, en général, les équipes de prod, elles disent, oui, mais non, regardez, c'est une stack 13, donc ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas la machine, c'est le code. Donc, l'ouverture au techno, c'est un peu ça. C'est de dire, OK, moi, je serais le premier heureux si les gars qui, chez nous, aiment faire du Kotlin, ils font du Kotlin, au contraire. Et encore, c'est une petite ouverture parce que ça génère du Java, donc du bytecode. Donc, on est dans notre élément. Mais demain, ouais, quelqu'un qui veut faire du Go, qui veut faire du Rust, pourquoi pas. Mais attention, c'est ce que je mettais dans la conférence que j'ai vue là sur le High Driven Development. Il ne faut pas faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté, quoi. Et il faut surtout être en accord avec sa propre équipe, de dire on prend la décision de le faire, même si on sait que ce n'est pas une techno qui est massivement représentée. Bon, je ne sais pas si tu recrutes, mais il y a Dark Story qui demande où est-ce qu'on postule. Ah, bah si, il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'il y a d'autre. Ouais, 100% aligné avec cette vision, dit Pascal Olive. Voilà. Et sinon, sur ta remarque d'avant, il y a Johan qui a la technique là, qui faisait une remarque en disant si la MEP est un non-événement, est-ce qu'il n'y a pas un effet négatif? Parce que finalement, quand on fait une mise en prod, on a aussi l'aspect congratulation, satisfaction de l'équipe et de la mise en prod qu'on pourrait perdre. Et est-ce que ça pourrait pas voilà, il se pose la question de savoir si ça peut Alors, quand je dis avoir un effet négatif. ouais, un non-événement, c'est le côté, pour le coup, le côté négatif de l'événement. De se dire, il faut que je prévoie plein de trucs avant, les process, j'arrête tout ou je la fais à 3 heures du mat parce que avec un peu de chance, j'ai personne qui est connecté, etc. Pas tant dans l'événement où c'est tellement transparent qu'on ne se rend même pas compte et effectivement, on n'a pas la satisfaction de mettre une nouvelle version de l'application et tout ça. L'idée, c'est vraiment de dire, je me concentre sur ce que je mets en prod, mais pas le côté rébarbatif d'une MEP où il faut, moi je prends souvent l'exemple, hein, c'est des boss de fin de niveau, on a l'impression qu'il faut passer 5 boss avant d'arriver jusqu'à la MEP, quoi. Non, l'idée c'est je veux partir en MEP, quand je décide d'y partir, je peux la faire. Et donc, c'est voilà, en ça où je disais que c'était un non-événement, c'est que c'est une action comme une autre. Après, effectivement, selon ce que je mets en prod, c'est plus ou moins important. Il faut que ça reste quelque chose de satisfaisant et de visible. Ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, alors c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais tu parlais donc de hype-driven development, qu'il faut quand même éviter cet effet pervers-là. Comment est-ce que chez vous, vous essayez de mettre en place quand même des tests sur des nouvelles technos, etc. Comment est-ce qu'en fait vous avancez? Parce que tu nous as montré que ton usine logicielle, elle avait beaucoup évolué, mais finalement, on ne se rend pas forcément compte de comment vous vous êtes dit, tiens, on va passer à tel techno, on va faire ceci, on va faire cela. Enfin, comment se fait le choix? Est-ce qu'il y a des tests que tu fais en avance sur un petit side project? Comment ça se passe? Alors, il y a le fait que comme beaucoup hein, dans notre métier, moi j'ai fait ce métier par passion, donc je suis un peu un geek. Donc effectivement, comme beaucoup, j'ai 23 demi-side projects qui démarrent et qui ne vont jamais au bout, mais au moins qui me permettent de regarder un petit peu les technos. Donc ça, c'est à titre perso. L'autre chose, c'est qu'on a la chance d'être dans une société qui nous laisse une liberté quasi totale sur les conférences, les salons et les événements. Alors, à l'heure actuelle, ça me paraît un autre temps, mais par exemple, voilà, moi j'ai fait tous les Devox en France et sur une année, je dois faire à peu près
entre 5 et 6 conférences du même style, que ce soit le Devoxx, le Jog Summer Camp, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire et qui, en fait, tant qu'on peut y aller en train, on a le droit de le faire. Donc moi, en fait, on marche et toute l'équipe y va. Donc à chaque fois, on se fait, notamment au Devoxx, on se fait 3 jours de shoot où moi je reviens, je suis dans les petits nuages et j'ai 2000 idées. Mais déjà, voilà, notre veille et notre R&D, on l'a fait énormément en allant voir justement des Rex ou des choses comme ça. On fait un peu de R&D de notre côté et on essaye de suivre un peu le truc. Et on s'appuie sur aussi des tech leads chez nous qui sont aussi des passionnés et aussi ont des idées. Typiquement, je parlais de Kotlin. À l'heure actuelle, nous, on fait du Java. On est même qu'en JDK 8 et là, on devrait passer en JDK 11 justement en passant sur OpenShift, on va en profiter pour augmenter. J'ai un collègue qui connaît bien Kotlin et qui en a besoin pour son projet parce qu'il a identifié vraiment un besoin qui l'aiderait en fait de passer en Kotlin. Du coup, on lui dit bah vas-y. Commence l'expérimentation, on s'est créé un petit canal Teams dédié à ça, et puis il nous fait ses retours, nous on voit si on fait des adaptations, et si ça va au bout, et ben, on va adapter notre PIC pour qu'elle soit capable de builder du Kotlin. L'idée aussi, c'est que la PIC, à une époque, a buildé en fait du JE5. Maintenant, elle build en fait du Java Spring, mais qui est packagé par Maven. Pareil pour Angular, en fait, elle build du TypeScript avec NPM. Moi, demain, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'elle build une appli et qu'à un moment donné, on puisse ne pas être dépendant de la techno. Donc ça, c'est aussi OpenShift qui va nous le permettre. Donc avec OpenShift, on va améliorer le process de découverte de techno, mais il n'y a pas de secret. Tous les choix qu'on a fait, on les a fait parce qu'on a été voir des gens, voir des confs, on a suivi des articles, on s'est essayé au truc, on s'est dit tiens, ça a l'air de tenir la route, et puis on a tenté notre chance, pardon. Et comme moi et mes collègues aussi, on a des profils développeurs, en fait, on a ce côté-là où on reste au courant, quoi. Mais c'est un process qui n'est pas évident parce que c'est jamais facile de remettre en cause des choix technologiques, même si maintenant les équipes de développement sont beaucoup plus j'allais dire agile, j'aime pas parce que ça a l'impression que c'est un poncif, mais en tout cas agile en termes de elles sont plus rapides à vouloir changer de techno. Avant, moi je me souviens quand j'ai commencé, il y avait les développeurs C, C++, après il y a eu Java, mais c'était assez rare de voir des technos de développement émerger. Maintenant, il y en a une nouvelle tous les 6 mois, quoi. Donc, donc il faut se donner une chance pour ça, pour le faire. Et OpenShift, pour le coup, va nous permettre, même s'il y a faut faire attention, mais là, les expérimentations vont être encore plus simples, pour le coup. Ok. Et alors, du coup, on enchaîne sur une question de S. Le Cache. As-tu des pistes pour améliorer l'adoption de l'inner source? Ouais, j'en ai plein dans la tête. C'est comme mes side projects, en fait. J'arrive pas à trouver le temps, malheureusement, parce que, comme je vous disais, on est 3, en fait, pour maintenant, pour maintenir tout ça. Et on ne voudrait pas que le maintenir, on va le faire évoluer. En fait, j'aimerais bien lancer des hackathons, des dojos, alors, on avait pendant un moment lancé des BBL entre midi et 2, mais c'est toujours compliqué parce que même si c'est un BBL et que c'est à la bonne franquette, on demande quand même aux gens de prendre sur leur pause déj pour venir parler de techno. Donc, c'est toujours un peu compliqué. J'essaye de faire ce que je fais là, mais en interne, donc de sensibiliser, d'expliquer, de discuter. Donc, je pense que ça passerait. Moi, ce que j'aimerais, en fait, mais ça, c'est un peu utopique, c'est parce que je suis pas manager, donc je pense que les managers peut-être aimeraient pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à identifier des gens qui sont intéressés, alors que ce soit des tech leads ou des juniors, parce que le but, c'est que tout le monde participe, et de dire, à partir du moment où tu fais partie de l'aventure Inner Source, officiellement, tu as, je ne sais pas, une demi-journée par semaine, c'est peut-être énorme, mais peut-être une, deux, en tout cas un nombre de jours assez réel pour qu'il ait le temps de travailler, parce qu'il ne faut pas que ce soit du temps masqué. Je trouve que c'est dommage, en fait, que les gens qui sont passionnés le fassent sur le temps masqué. Je trouve ça dommage. Et donc de dire, officiellement, voilà, tu as 3-4 jours par mois qui est fait pour faire de l'inner sourcing. Alors, pas sur un truc, je gérais la vidéothèque personnelle, mais par contre, oui, je participe au framework, à l'application Jarvis et tout ça, et de toute façon, ce sera forcément positif pour le reste. Donc, moi, j'aimerais bien ça. J'essaie de le pousser tranquillement, mais pour l'instant, ça ne prend pas des masses. Et j'essaie surtout de répéter, alors les développeurs en sont persuadés, après, c'est surtout au chef de projet de dire,
votre problématique que vous avez là, si elle n'est pas dans le framework, bah, ce n'est pas grave. Il vaut mieux que votre développeur il fasse une pull request dans le framework et qu'on l'aide et qu'on passe du temps en fait à peut-être le rendre générique pendant que lui fait autre chose, plutôt que vous le fassiez dans votre coin, mais qu'au final, ça profite à personne. Donc, je pense que ça va beaucoup dans la communication. C'est expliquer. C'est un peu comme les tests au final. Moi, j'aime beaucoup les tests unitaires, les tests d'intégration. C'est toujours compliqué, on l'a tous vécu en tant que développeur, d'expliquer à un chef de projet que ce n'est pas grave de passer du temps à faire un test parce que c'est du temps que je vais gagner plus tard. Le plus tard, en fait, il est difficilement visible par le chef de projet qui a ses propres contraintes. Ben là, c'est pareil pour l'inner source. C'est compliqué d'expliquer à un chef de projet que ça va être du temps de gagner et de la vélocité augmentée de laisser son développeur coder un truc qui n'est pas directement embarqué dans son projet, mais quand même un peu à la fin. Donc, pour moi, c'est énormément de pédagogie, d'accompagnement et puis d'essayer par des petits trucs comme ça. Donc, moi, je pensais au dojo, je pensais à tout ça, de encore plus donner envie aux gens, quoi. Alors, il y a eu quelques petites remarques, notamment de Hugo, qui disait qu'il avait quitté GitHub. Et j'ai Pyradix qui dit « Votre dépôt Git est toujours chez MS. Quid de si, entre guillemets, Internet ne marche plus ?» Alors, si Internet ne marche plus, effectivement, c'est un problème. Donc déjà, nous, toutes les nuits, on fait des barres repo de nos repos GitHub. Donc, on sauvegarde en barre repo Git, ce qui fait qu'en fait, on peut à tout moment monter un pauvre démon Git sur un serveur qui référence nos barres repo et puis derrière, on est opérationnel. Après, j'ose espérer que aussi Git faisant que c'est quand même quelque chose qui est censé être créé pour fonctionner en mode décentralisé et déconnecté à l'origine, puisque c'était fait pour que ça marche dans le train quand on n'a plus de connexion. Donc, j'ose espérer qu'on aura assez de versions en fait, des sources partout pour les avoir. Mais oui, non, ça pose un problème. Mais c'est comme tout le cloud, en fait. Est-ce que c'est mieux de tout mettre chez, je sais pas, chez Clever, par exemple, parce qu'autant rester français, versus de tout mettre en on-prem? Il y a des avantages et des inconvénients. Et effectivement, ça nous est arrivé que ça tousse une ou deux fois. Et dans ce cas-là, il y a quelques mails qui arrivent, les Teams qui clignotent, mais honnêtement, on est plutôt assez content du service. Après, Microsoft ou pas Microsoft, moi, j'ai vu une chose positive, c'est que ça fait plein de sous à GitHub et que du coup, ça a assis leur pérennité. Honnêtement, c'est un truc qui marche bien. L'avantage aussi, c'est que demain, on veut passer sur du GitLab on-prem. Au final, bon, mis à part les issues qu'on perdrait, mais ce n'est pas bien grave, ça reste du Git, quoi. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé à Git, quoi, au final. Après, GitHub, GitLab, Bitbucket, on-prem ou dans le cloud, c'est quasiment un détail d'implémentation, je pense. Ok. Yvan, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Comment gérez-vous la documentation en interne? Est-ce que vous avez des outils et des techniques pour la garder à jour? Ouais. Bientôt ouais. OpenAPI 3 Swagger. Oui. Bientôt la Et continuous documentation. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est CI/CD. minimiser la documentation statique, quoi. Le Markdown, c'est bien. Moi, j'adore, mais on voit bien que nous-mêmes, nos seeds et nos frameworks, ils ont des coquilles parce qu'ils ne sont pas à jour, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à aussi instrumenter de la doc, quoi. Alors là, j'ai pas trop le contexte de la question. C'était Dadideo qui nous disait: j'ai vu une stack Hortonworks Big Data pour la slide des technologies. Est-ce que vous faites du Apache Spark? Et j'ai Mooney37 qui répond: un peu d'Apache Spark sur la data analyse et pas en transverse. Je sais pas si tu veux compléter ou. Ouais, alors, j'ai pas parlé de cette partie-là parce que c'est pas, elle n'est pas chez nous. Enfin, elle n'est pas chez nous. Elle est pas forcément dans notre usine logicielle à 100%. Donc, c'est une équipe qui gère quasiment tout. Donc, oui, on fait du Spark pour cette partie-là. Alors, je sais qu'ils sont en plus en train de regarder plein de choses. Donc, c'est pour ça que je suis pas super à l'aise. Mais en tout cas, on en fait, on l'utilise. Les gens qui l'utilisent chez nous en sont super contents. Après, un peu comme tout le monde, je dirais, on s'est lancé dans le big data. Et il faut maintenant qu'on trouve les use cases un peu plus récurrents.
Et c'est pour ça c'est pas quelque chose qui est encore hyper industrialisé chez nous. On a des bonnes compétences, des bons développeurs qui bossent dessus. Et je pense que l'étape d'après, c'est d'arriver à passer à l'échelle. Et puis, il va falloir qu'on se pose plein de questions avec OpenShift. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que c'est quand même deux mondes qui ne sont pas forcément faits pour bosser ensemble, mais qui peuvent quand même bosser ensemble. Donc à voir, quoi. Mais c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé parce que je suis pas trop j'ai pas trop suivi en fait cette partie-là des devs, quoi. Bon, si tu connais du monde qui est à l'aise avec Apache Spark, je pense qu'il faut que tu le gardes, hein. Ouais. Faut pas leur dire. Enfin, ça se trouve, j'espère qu'ils sont pas là. Sinon demain, ils vont. Après, il y a à l'aise sur le code, mais il y a aussi à l'aise sur la partie Ops, etc., d'un cluster Spark et tout. Bah, j'ai cru comprendre que c'est pas simple. En tout cas, quand j'ai vu les gars chez Non. nous intervenir, Ouais. j'ai cru comprendre que c'est pas simple. Donc, effectivement, faut qu'on voit ce qu'on en fait. Alors ensuite, Sébastien, donc est-ce le cache? Comment trouver l'équilibre entre rendre heureux les développeurs et ne pas tomber dans le hype-driven development? Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, moi, ce que je vois, c'est que le plus on est transparent de pourquoi on fait les choses. Alors, c'est pareil, hein, c'est mon côté monde parfait, agilité, DevOps, machin. Mais en tout cas, le plus on est transparent, le mieux ça passe. Après, moi, j'ai passé des heures entières à refaire le monde avec des développeurs. Mais pourquoi on ne fait pas du Quarkus? Pourquoi vous n'êtes pas déjà en train de regarder pour GraalVM et tout ça? J'adore ces discussions-là parce qu'on reste passionné et puis voilà, ça reste bon enfant. Donc, à un moment donné, en fait, on arrive si on est transparent et qu'on explique pourquoi, ça va de fait. Et déjà, quand on donne la liberté des libs, quand on donne la liberté, on va dire, de beaucoup de frameworks, ça permet quand même d'avancer. Après, effectivement, demain, ce que je disais, avec OpenShift, potentiellement un développeur qui veut faire du Go pourra faire du Go, bon, qui n'est pas forcément le langage le plus récent, mais je prends cet exemple-là parce que c'est quand même un pose antipode de Java. Voilà. Pour moi, ça va être de leur responsabilité, c'est-à-dire que, il va falloir être capable de le construire et de le déployer. Bon, ça, avec les conteneurs, on devrait se faciliter la vie, même s'il faut quand même faire les actes de build des softs. Mais après, c'est à eux aussi. C'est en ça où moi, j'essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément qu'on ne veut pas qu'ils fassent des nouveaux langages ou des nouvelles technos. C'est que quand ça ne va pas marcher, en fait, ça va être les seuls. Et donc, quand ça ne va pas marcher à 2 du mat, si les gens qui regardent les logs ou les trucs comme ça, ils ne comprennent rien, et ben, ça va être eux qui vont devoir assurer aussi le service après-vente. À l'heure actuelle, nos ops, en fait, notamment avec des outils d'APM comme Dynatrace qu'on a chez nous, sont autonomes sur les problèmes avec des applis Java, sont capables de faire une analyse en profondeur de niveau 1 et 2 qui, avant d'aller voir le développeur en disant bah, là, tu as peut-être un truc qui ne va pas, ils auront fait toute une analyse. Donc, pour moi, c'est toujours pareil, c'est de la discussion. L'erreur qu'on a fait au début, c'est qu'on a imposé en disant c'est comme ça que vous allez faire et puis on vous dit qu'il n'y aura pas le choix. Là, maintenant, moi, je préfère passer 1 heure à discuter, à essayer de comprendre et de potentiellement essayer d'expliquer aussi pourquoi on ne peut pas le faire. Donc, c'est un juste équilibre, en fait. C'est effectivement, alors il n'y a pas de recette, mais c'est du bon sens, en fait. Une fois qu'on se dit, bah, ça, est-ce que vraiment j'en ai besoin ou c'est juste parce que j'ai envie de me faire plaisir, souvent on a la réponse et puis ça va tout seul, quoi. Ensuite, on a Maxtic qui nous fait une question sur la sécurité. Tu as évoqué DevSecOps. Est-ce que vous avez effectué des choix particuliers côté sécurité? Est-ce que vous faites du SAST, DAST, IAST, donc des tests statiques, dynamiques ou interactifs? Alors, on est en plein dedans. En toute honnêteté, on n'était pas très fort jusqu'à maintenant. Les premières choses qu'on fait, c'est qu'on a activé la partie des PandaBot sur GitHub, donc tout ce qui est analyse statique de code en fait, pour la partie sécu, et on a activé Xray pour la partie tout ce qui est dépendance et CVE, donc qui sera aussi actif sur la partie OpenShift. Et on a un chantier dédié à ça sur la partie sec et DevSecOps quand on fera du DevOps si on arrive à aller jusqu'au bout. Et effectivement, on est en pleine étude de comment le faire au mieux tout en étant quand même souple parce qu'il faut quand même que ça reste fluide. Donc là, ce n'est pas moi qui gère ça dans notre équipe, donc c'est pareil, je n'ai pas beaucoup plus d'infos, mais c'est un vrai sujet, mais c'est un peu comme pour le dev.
je pense qu'il ne faut pas non plus trop tomber dans la hype. Je veux dire, il y a 1 an et demi, 2 ans, DevOps, on n'entendait que ça. Là, on n'entend que DevSecOps. À un moment donné, entre les deux, il y a eu le DevFinOps aussi. Bref, le Dev étoile Ops. Donc, le juste milieu sera à choisir. Mais en tout cas, déjà, on essaye d'activer les outils qu'on a chez nous, qu'on n'utilisait pas beaucoup, donc X-Ray et GitHub, qui fournissent déjà ce style d'analyse au moins premier niveau. C'est pas parfait, mais ça permet déjà de faire des choses, quoi. Tu as activé tout ce qui est moteur de spam. C'est ça. Je trouve que ça troll pas assez dans le chat, alors je me permets de le faire en live. Alors, il y a Dark Story 777 qui nous dit, en termes de quantité de projets, ça représente combien? Alors, c'est une bonne question. Donc, en prod, on doit, de mémoire, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour le projet OpenShift, pour voir un peu le sizing de la plateforme, on a à peu près 180 applications différentes en prod sur la partie Spring, en Spring Angular, quoi. En fait, le front est en Angular et les backs sont en Spring. On doit avoir une trentaine ou une quarantaine de batchs Java écrits en Spring Batch. Je n'ai pas le compte des batchs ETL data stage classiques. Donc voilà, grosso modo, on a à peu près, on doit avoir 500 et des brouettes repo GitHub, à peu près autant de job Jenkins. Donc c'est pas petit, c'est pas gros, c'est entre les deux par rapport à la force de frappe qu'on a de 150 développeurs. Bon, voilà quoi, ça représente une petite quantité qui nous occupe bien. Ok. Ensuite, j'ai une question de Pyradix à nouveau qui nous demande, faites-vous du clean code? Alors, moi, j'en fais de temps en temps, tout seul. Mais c'est pareil, ça, c'est mon côté fashion victime dans le code, en fait. Moi, j'aime bien les tests unitaires, j'aime bien le clean code, j'aime bien repasser sur le code 23 fois en me disant, ah, mais là, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le rendre plus joli et tout. Mais on a choisi, et je ne l'ai pas indiqué sur GitHub, c'est pareil, on n'impose pas de flow. Donc, on a choisi de ne pas rentrer dans donner des leçons aux équipes de dev. Une équipe qui veut faire par exemple le Git Flow, le GitHub Flow, le flow qu'ils veulent, ils mettent en place. S'ils ne veulent pas mettre en place de protection de branche avec de la review par pull request, voilà. Et donc toutes les bonnes pratiques comme ça de coding, nous on en partage. Nous typiquement dans l'équipe, on fait du peer reviewing et on fait des protections de branche, on fait des tests unitaires et tout ça. Donc on le partage avec les équipes de dev en disant on vous conseille de le faire. En tout cas, on vous met à dispo les outils pour le faire. Après, pour moi, c'est un peu comme pour les libs et tout ça, c'est que je trouve qu'il faut un peu respecter les équipes de dev et j'ai toujours du mal en fait en tant qu'archi extérieur à l'équipe d'arriver de ma tour, de descendre de mon échelle et puis de leur dire mais en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Vous verrez, c'est mieux. Donc j'aime bien plutôt avoir voilà, plutôt dans le discours de dialoguer. Et puis nous on teste des choses et puis si on trouve que ça marche bien, on essaye de le vendre en faisant des petits talks internes et en faisant des démos en disant regardez c'est plutôt sympa, quoi. Donc, c'est jamais une réponse oui, on le fait ou nous, on ne le fait pas. C'est souvent oui, dans certaines équipes, ils le font et ça marche bien, mais en tout cas, ce n'est pas une généralité. C'est encore la liberté. C'est ça, l'idée, c'est d'être le plus libre possible, quoi. Après, ça peut être intéressant, c'est qu'effectivement, si ceux qui l'ont appliqué montrent que ça marche et montrent qu'ils y arrivent facilement, ça peut donner des idées à ceux qui ne le font pas, et en tout cas des bons exemples de dire, voilà. Ouais. Il y a une équipe qui fait du mob programming, par exemple, chez nous. Et j'aimerais vraiment, alors il y a eu le confinement entre-temps, donc au moment où je voulais le mettre en place, mais qu'ils nous en fassent la pub, quoi. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui m'intéresserait vraiment de faire une fois, et ne serait-ce que le mettre en place, avoir les bons outils pour le mettre en place, etc. Mais encore une fois, ce serait plus de partager et de ne pas dire demain, faites tous du mob programming parce que c'est bien, quoi. Ouais. On arrive dans les dernières questions. Là, j'ai Thibaut W3Blog qui nous dit, avez-vous adopté du DDD ou de l'architecture hexagonale? Non. Enfin, c'était la réponse courte. Non. La réponse plus longue, c'est il y a peut-être des projets qui l'ont fait. On sort un peu Après, du cadre de la...
Ouais, alors, moi, je suis un architecte, mais qui… Disons que j'ai toujours du mal, en fait, sur les grands patterns, les grands principes. J'aime bien les patterns qui naturellement s'imposent et puis on se rend compte qu'en fait, on met en place en fait, on suit un pattern qui a un nom, mais c'est juste que c'est du bon sens. Je ne dis pas que l'architecture hexagonale n'est pas du bon sens. Je dis juste que ce n'est pas forcément le premier truc qui nous vient à l'esprit quand on développe. Donc encore une fois, comme moi, je ne suis pas pour l'architecte omnipotent qui dit aux gens, il faut faire comme ça. Il y a peut-être des équipes qui s'en rapprochent, voire qui le font. Après, en tout cas, ce n'est pas un principe d'architecture chez nous de dire il faut suivre l'architecture hexagonale. Ok. Bon, il y a Max Tick qui disait j'aime bien ce format, etc. Parce que c'est du coup, on a plein de questions et que c'est assez interactif. Tu as eu pas mal de gens qui ont fait des bonnes remarques pour dire, là j'en ai vu un passer, ouais, si toutes les grosses boîtes avaient des leaders comme Stéphane, ce serait vraiment cool. C'est gentil. Je ne Voilà, suis c'est pas leader. Dark Story. Et sinon, on a Hugo. Alors, je ne sais pas si c'est un peu du troll, mais qui dit avec 180 apps en front, j'aimerais juste avoir la liste pour savoir combien vous avez de doublons. Euh, Ah, alors ouais, non, il n'y en a pas tant que ça. Alors après, ça va de la toute petite à la très grosse, quoi. Mais il demande si vous n'avez pas une app par feature, en fait. non, mais Je pense mine de que rien, ça troll. on a quand même 5000 utilisateurs, donc on a plusieurs corps de métier en fait. Hein. La mutuelle, il y a de la prévoyance, il y a de la mutuelle, il y a des opticiens mutualistes, il y a ceux qui font de la pure mutuelle, il y a les pharmacies, etc. Donc au final, ça fait pas mal d'applis pour pas mal de personnes, quoi. Il y a des nouvelles questions qui arrivent. On va jamais avoir fini. Oui, c'est ça. Il y a Yvan qui nous demande comment est-ce que vous harmonisez, sans mauvais jeu de mots, vos UI, Ah. les parties libres partagées ou juste des guidelines? Alors, au tout début, quand on faisait des normes de partout, on s'est dit, tiens, on va faire une CSS d'entreprise. Puis on a choisi le plus fort en CSS, c'est-à-dire moi, qui suis une quiche en CSS. Donc j'ai fait un truc horrible, bleu, enfin bon, un truc à vomir. Alors ça avait l'avantage, c'est que toutes les applis avaient la même couleur. Mais l'autre inconvénient, c'est que toutes les applis étaient moches, du coup, puisque c'était moche d'origine. Donc ça, c'était un peu problématique. Il faut voir que, alors nous, on a une chance, c'est que nos applis, il y en a très peu qui sont à destination des adhérents. Quand je disais les 5 millions de personnes protégées, au final, on a un portail institutionnel où on peut aller consulter les infos d'harmonie mutuelle. On a un portail adhérent où on peut aller consulter nos infos à nous, nos remboursements, et une appli mobile. Voilà, grosso modo. Donc, ces choses-là ont une charte graphique qui est sous-traitée à une web agency et qui gère les logos, les machins, les couleurs, etc. Après, nos applications internes, c'est feel free. Encore une fois, alors beaucoup utilisent Angular Materials. Je sais que récemment, des équipes projets ont acheté j'ai mangé parce que c'était aussi une Prime, voilà, une lib qui était aussi en JSF. Ils en font aussi une lib CSS en Angular. Et du coup, ils l'ont acheté dans leur équipe projet. Ça ne coûtait pas bien cher. Et du coup, bon, ils l'utilisent pour faire leur rendu graphique. Donc, nos applis se ressemblent beaucoup parce que beaucoup utilisent Angular Material, on va dire les versions stock. Mais après, chacun customise comme ils veulent. On n'a pas de lib front transverse. La seule lib front qu'on a en transverse, c'est celle qui nous permet de gérer la sécu. Et notamment, là, on est en train de se plugger à Keycloak. Quitte à acheter OpenShift, autant utiliser le Keycloak qui est fourni par Red Hat. Et donc, du coup, on va toujours pareil centraliser du code pour aider les développeurs à ne pas réinventer la roue pour utiliser Keycloak. Mais sinon, on n'a pas de lib front qui centralise le GUI parce qu'en fait, la majorité de nos applis sont à usage interne Harmonie Mutuelle. Donc, c'est une chance parce qu'il y a en général, quelqu'un qui bosse, par exemple, aux opticiens mutualistes, il va rarement utiliser l'appli d'une autre personne qui est en agence sur un call center pour répondre aux adhérents. Donc, ça permet de ne pas forcément avoir exactement le même look. En gros, on a le logo Harmonie Mutuelle qui est pareil et puis ça va bien, quoi. Ok. C'est clair. Et donc, la dernière question, quelle est la proportion homme-femme au sein de votre équipe de dev? Alors, dans mon équipe, la proportion, elle est très simple, c'est-à-dire qu'elle est de 0 femmes et 100% d'hommes.
Quand on était 6, on avait une femme sur 6, du coup. Donc, la proportion était assez faible. Non, on est très peu représenté. Et depuis qu'on est passé à la prod, parce que du coup, mon équipe fait partie de la prod maintenant, alors plus par un jeu de réorg interne, parce qu'avant, on était dans une direction transverse architecture qui a été scindée. Du coup, on est passé côté production. Côté IT, Harmonie Mutuelle, on a plutôt on n'est pas très paritaire. Je pense on doit être du 60-40 à mon avis. Si déjà on est à 40% de femmes, je pense que déjà on est pas mal côté IT. Tu as gagné une nouvelle recrue. Il y a Laurie qui nous fait la com pour l'assaut, qui postule en tant que dev parce qu'elle s'insurge qu'il n'y ait pas de femmes. Ah, bah écoute, si elle a envie de Non, venir sur tour. elle précise juste derrière, non, non, je déconne, ce sera un carnage. Alors, je ne sais pas si c'est propre à HM, mais en tout cas, oui, dans le monde du dev, nous, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de femmes pour l'instant. Ça change un peu, mais c'est un peu compliqué. Ok. Bah, écoute, je crois qu'on a fini les questions. Donc, c'était plutôt intéressant. Je te remercie beaucoup Ben, merci à vous, pour la merci à tout le monde. présentation et puis pour tout ce temps de questions qui était vraiment intéressant. Merci à tous les participants avec toutes ces questions effectivement que vous avez posées. Je pense que ça rend une nouvelle dimension en fait qu'on n'a pas dans les confs quand on est en présentiel parce qu'on a beaucoup moins de temps finalement pour les questions et les échanges sont beaucoup plus courts. C'est agréable, effectivement. Donc effectivement, c'est super agréable. Je partagerai les slides sur Twitter du coup et LinkedIn. Après, alors je vous promets pas juste après parce que j'avoue que là après 2 heures je suis un peu rincé. Mais donc tout à l'heure ou demain je les partagerai pour ceux qui veulent les reconsulter à froid et notamment je partagerai aussi le lien vers la conf dont je parlais du Hype Driven Development. Ok, bah moi je rappelle que éventuellement si vous voulez continuer la discussion ou les remarques ou partager vos liens, etc., vous pouvez les retrouver sur le Slack de Codeur en scène. Donc on a un channel dédié aux conférences Dies Codeur 2020 où on retrouve déjà les liens de la conférence précédente et vous pouvez retrouver. Et puis éventuellement, bah, on pourra remettre les liens vers tes présentations ou, si besoin. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci à vous, de l'orga. C'était aux petits oignons, hyper fluide. Donc, j'espère qu'on pourra se voir en vrai bientôt. Bah, ouais, on espère aussi qu'on pourra se retrouver sur des Devox ou sur d'autres confs. Hein. Là, on était 2-3 à échanger sur le chat en disant ça nous manque les Devox. Ouais, c'est ça. Ouais, on croise les doigts. Voilà. On espère qu'on pourra tous se revoir en vrai dans pas longtemps. Bon, eh ben, merci beaucoup à tout le reste de l'équipe d'Orga, à Johan Ouais, à la merci. technique, à Étienne et puis Laurie qui m'ont retranscrit les questions. Et merci à toi, cher public. C'est ça. Merci à Stéphane. tous d'avoir été là et puis j'espère à Donc, bientôt. juste, je termine en disant qu'on se retrouve donc mardi prochain, toujours à partir de 21h, pour la dernière conférence, la keynote de clôture, Make Side Project Fun Again par Mehdi du blog Je suis un dev. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à venir nous voir sur le Slack, à échanger avec nous si vous avez des questions, si vous voulez devenir bénévole, si vous voulez nous aider. On a fait quelques appels cette semaine, donc voilà, n'hésitez pas. Et à bientôt.